puis on est parti. Hop, allons-y. Et ben allons-y. Donc, comme je vous le disais juste avant, alors je prends mon petit pointeur parce que c'est quand même toujours plus pratique. L'objectif d'aujourd'hui, donc la masterclass d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment vous allez pouvoir mesurer les actions qui sont mises en place, mesurer les efforts qui sont mis en place pour pouvoir finalement piloter votre équipe commerciale et comme je vous le disais tout à l'heure pour certains, peut-être déjà s'auto-piloter si en l'occurrence vous êtes sales. Donc si je vous mets un peu de contexte sur tout ça, pourquoi on a choisi en fait simplement de faire cette masterclass, la volonté, c'était vraiment de se dire que l'analyse de la donnée, je vous montrerai une citation plus tard, c'est vraiment la base d'un point de vue commercial de tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. C'est vraiment la base de l'identification des leviers pour pouvoir améliorer ce sujet. Donc, ici, le contexte de cette masterclass, ça va être de vous aider à mesurer, à suivre vos performances pour pouvoir finalement vous permettre d'atteindre vos objectifs, voire de les dépasser, et d'identifier aussi potentiellement les leviers qui fonctionnent, les leviers qui ne fonctionnent pas, d'identifier vos forces, d'identifier vos faiblesses, et surtout de pouvoir corriger ça. Donc, comment on va faire dans cette masterclass? Déjà, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir finalement définir des objectifs individuels et collectifs. Pourquoi? Parce que finalement, j'imagine que beaucoup attendent en fait qu'on vous montre dans HubSpot comment créer les dashboards, mais vous verrez que finalement, créer des dashboards dans HubSpot, c'est pas bien compliqué. Le plus difficile ici, c'est de définir les données dont vous avez besoin et les données que vous souhaitez analyser. Donc l'objectif majeur, finalement, ça va être de vous donner des idées, des pistes sur des potentiels KPI qui pourraient être intéressantes pour vous et ensuite de vous montrer potentiellement comment les paramétrer. Donc pour ça, il y aura aussi cet aspect définir en fait des KPI qui vous sont nécessaires. Derrière, je vous montrerai comment du coup pouvoir avoir une vue claire et paramétrer en fait ces dashboards et de manière aussi individuelle d'apprendre, de voir comment vous pouvez aussi optimiser et gérer la performance, votre performance sur ce que vous déployez au quotidien, notamment les outils de vente avec les séquences, etc. pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Et puis, d'automatiser peut-être certaines choses sur le sujet, mais je pense qu'on n'aura pas forcément le temps d'aller aussi loin. Donc, ici, si on rentre un peu plus dans l'agenda, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc comme je vous le disais, définir ces KPI, ça va être vraiment la base. Je vous parlerai un peu des différentes KPI qui peuvent être attachées à différents types de postes, ça me paraît important. Piloter du coup l'équipe via l'outil Forecast. Alors l'outil Forecast, c'est un outil qui est assez récent, mais que je trouve assez super, qui mérite vraiment d'être considéré plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Ensuite, pouvoir avoir de la visibilité sur vos performances commerciales, notamment vos outils de vente, de pouvoir aussi optimiser ces outils de vente en question, créer des dashboards, on va dire, individuels et collectifs pour pouvoir analyser votre performance. On pourra faire aussi un focus sur des dashboards on va dire un peu plus personnalisé, un peu plus spécifique, mais on va vraiment passer rapidement sur le sujet. Et puis en plus, après, vous montrer quelques tips, mais ça, on va essayer de le faire tout du long. Ok, allons-y. Donc, le premier point, comme je vous disais, pour moi, le plus important, ça va être vraiment de définir les indicateurs clés qui sont nécessaires à votre business et ça va être très, très variable. Pourquoi ça, je pense que c'est la citation la plus importante à retenir pour aujourd'hui. Mais finalement, pourquoi on a décidé de faire cette masterclass-là? C'est parce que simplement pour nous, avoir la mesure, c'est quand même la première étape qui conduit finalement au contrôle de votre business et à l'amélioration continue de votre business et de vos performances. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas mesurer quelque chose, vous ne pouvez pas comprendre le phénomène. Si vous n'arrivez pas à comprendre le phénomène, vous ne pouvez pas contrôler le phénomène. Et si vous ne pouvez pas le contrôler, en fait, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc ici, l'idée, ça va être vraiment de vous dire, OK, pour pouvoir avoir quelque chose, on va dire, d'efficace, quelles sont les données que vous devez comprendre, quelles sont les données que vous devez maîtriser pour voir quelles sont potentiellement les données que vous devriez améliorer demain. Donc c'est vraiment on va dire l'enjeu majeur de cette masterclass, c'est de vous apporter de la visibilité et du contrôle à la fois sur votre business, donc pour la partie un peu plus direction commerciale, et à la fois sur vos performances, là où vous êtes bon, là où vous êtes moins bon. Sans ça, vous ne pourrez jamais vous améliorer. Donc l'enjeu de cette masterclass, ça va être ça, c'est vraiment retenez cette citation-là, l'enjeu de cette masterclass, ça va être vraiment d'avoir de la visibilité pour mieux améliorer.
Donc c'était le petit contexte de base. Je passe l'aspect qu'est-ce qu'un indicateur clé de la performance, etc. Je pense que vous êtes tous au clair là-dessus. Bon, forcément, c'est une valeur qui est mesurable, etc., qui permet d'avoir, enfin, démontrer ou non l'efficacité de quelque chose. Bon, tout ça, c'est très théorique. Si besoin, je pense qu'il y a énormément de ressources sur le web, sur le sujet. On va pas forcément s'attarder là-dessus. On va plutôt rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir comment on peut finalement poser ses KPI. Alors, pour poser ces KPI, on rentrera dans le détail un peu plus tard, mais ce qu'il faut déjà vous poser comme question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez finalement mesurer. Et alors là-dessus, j'ai presque envie de vous dire, vous prenez une feuille de papier, vous prenez un stylo et vous griffonnez. Simplement, la data que vous souhaitez analyser, quel est l'impact de cette data, comment vous souhaitez l'analyser, quels sont du coup les résultats qui sont attendus par cette analyse. Pourquoi? Parce que si on ne parle pas des résultats attendus par l'analyse, en général, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un peu cette facilité à mettre 1 milliard de rapports, 1 milliard de dashboards en place, mais finalement, force est de constater qu'elles ne seront pas utilisées. Donc, mieux vaut avoir peu de rapports, mais des rapports qui sont vraiment importants pour vous, que vous consultez quasiment quotidiennement, que d'avoir des rapports qui finalement sont beaux, permettent d'avoir quelque chose qui sur le papier est très sympa, mais qui finalement ne vous sert pas à grand chose. Donc ici, j'ai envie de vous dire sur le numéro 3, quel résultat attendez-vous de l'analyse. C'est important parce qu'encore une fois, si vous n'êtes pas capable de vous dire vous-même ok, à quoi servirait cette data et potentiellement ce que vous pourriez améliorer derrière, ça veut dire que cette data-là, elle n'est pas nécessaire. Même principe, du coup, à quoi va servir le dashboard, c'est un peu lié. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, c'est que finalement, le dashboard peut être supprimé. Sachez une chose, c'est qu'en général, un beau rapport, quand j'entends rapport, j'entends vraiment une feuille avec plusieurs tableaux. Si vous en avez déjà 8 à 10, c'est bien. Là aussi, j'ai pas mal de personnes qui aiment bien avoir des gros dashboards avec une quinzaine, une trentaine, une soixantaine de rapports. Là aussi, ça n'a aucun sens. Donc l'idée va vraiment être de se dire, est-ce que ce dashboard, il est primordial pour le pilotage de mon activité ou pas? Bon, à quel rythme doit-on analyser la data? Bien évidemment, là aussi, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard, mais la data sert à piloter, elle sert à analyser, elle sert aussi à piloter. Il y a deux types de data. Il y a vraiment la data vraiment de pilotage et il y a la data d'analyse. Donc, posez-vous aussi la question. L'important, souvent, c'est de séparer ces deux types de rapports, de séparer du coup la data de pilotage qui pour moi doit être consultée de manière quasiment quotidienne ou hebdo ou bimensuelle ou mensuelle avec votre équipe, voire trimestrielle, de la data d'analyse qui doit pour moi être à part et qui en général va être analysée sur du plutôt moyen long terme à l'échelle, je dis n'importe quoi, du trimestre, tous les 6 mois ou tous les ans, parce que cette data fondamentalement ne bouge pas tous les jours. On pourra revenir dans le détail ici, mais voilà, séparez bien cet aspect. Et ensuite, la dernière chose qu'il faut vous demander, encore une fois, c'est est-ce qu'elle est vraiment essentielle au pilotage de l'activité ou est-ce qu'elle est plutôt essentielle à la prise de décision pour pouvoir bien les séparer? Donc, une fois que vous avez ça, vous prenez votre feuille, vous vous dites, OK, qu'est-ce que je veux analyser? Comment je l'analyse? Donc, qu'est-ce que je veux analyser? C'est quoi ma KPI phare? Comment je l'analyse? C'est quelles sont les informations dont je vais avoir besoin pour pouvoir analyser cette donnée. Essayez toujours de mettre, on va dire, de la donnée à la fois quantitative, mais aussi qualitative, pour contrebasculer cet effet. Par exemple, si vous analysez le nombre d'appels passés par un commercial ou le nombre d'appels que vous avez passés si vous êtes sales, ça c'est une donnée qui est quantitative, elle est très bonne. Par contre, il faut mettre du qualitatif derrière. Donc typiquement, là, le qualitatif pourrait être combien d'appels passés ont été connectés réellement. Parce que si vous passez 70 appels, mais que vous arrivez à avoir que 2 personnes en ligne, force est de constater que la qualité n'y est pas forcément. Donc pensez aussi finalement ici à contrebalancer cet aspect quantitatif, mais aussi cet aspect qualitatif pour être sûr que vous avez toujours une donnée qui est la plus harmonieuse possible. Alors, donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez griffonné, vous avez mis la data principale, vous avez mis comment vous voulez analyser, vous avez vraiment posé la question de est-ce que cette data elle était pertinente pour vous, pour votre business, est-ce que le résultat apporté allait être important, est-ce que cette data était essentielle et comment vous alliez intégrer la data dans, on va dire, votre analyse ou votre pilotage quotidien. Je pense qu'à ce moment-là, vous serez potentiellement prêt pour aller sur l'aspect paramétrage qu'on verra juste ensuite.
Ça, encore une fois, c'est aussi la base de tout ce qu'on va se dire derrière, c'est ces 6 étapes avant d'aller plus loin. Bon, là, on vous a fait un petit quiz. Je crois que Loïc vous a chargé un petit questionnaire, un petit sondage, mais on voulait quand même vous mettre une donnée sur du théorique, sur tout ce qu'on vient de se dire. La question ici qu'on s'est posée, c'est à votre avis, quelle est la proportion des entreprises qui n'ont pas réellement d'objectifs intégrés dans leur stratégie de croissance? C'est-à-dire combien d'entreprises fixent réellement des objectifs pour leur boîte, vs combien finalement naviguent un peu à vue et espèrent atteindre leurs objectifs malgré tout. Essayez de vous lancer. Bon, il n'y a pas de grands risques à prendre ici, mais vous pourriez peut-être être surpris, donc n'hésitez pas à répondre. Donc je crois que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait, donc on peut y aller. Finalement, vous voyez, on est dans l'entre-deux, mais malheureusement, c'est un chiffre qui fait peur. C'est-à-dire que quand on se dit, bon, 23, ça va, 61, ça aurait été trop, 43, ça reste énorme. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a quasiment la moitié des entreprises, la moitié des équipes commerciales, quasiment la moitié, qui n'ont pas d'objectif réellement fixé pour leur boîte. Et donc, au-delà de s'intéresser, je pense, à l'aspect comment je paramètre dans HubSpot, même si c'est un sujet pour beaucoup, je pense que la question qu'il faut vous poser, c'est justement comment je me sers de tout ce qu'on va de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui pour fixer des objectifs. Et c'est bête, mais fixer des objectifs vont vous permettre quand même d'essayer au moins de les atteindre. Il est possible qu'au début, vous fixiez des objectifs qui soient trop hauts et qui soient au début pas atteignables et que vous corrigiez en temps d'eux, comme vous allez peut-être vous fixer des objectifs, on va dire, prudents et ceux-ci seront largement atteints et du coup, vous pourrez réaugmenter le curseur au fur et à mesure. Et donc ça dépend de chaque profil, mais l'important ici, c'est déjà de fixer des objectifs avant de faire quoi que ce soit. Avant d'essayer d'analyser une data, avant d'essayer d'aller plus loin, il faut réellement fixer ses objectifs de croissance. Alors d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, on va s'intéresser plutôt à la partie commerciale, mais évidemment, s'il y a des marketeurs qui nous regardent aussi, forcément, les objectifs marketing vont découler directement des objectifs commerciaux parce que c'est en majorité le marketing, en tout cas dans pas mal d'entreprises, qui va alimenter l'équipe commerciale. Donc, on pourrait aussi remonter sur l'équipe marketing, mais on le fera pas forcément aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que quand on parle d'objectifs de croissance, c'est pas uniquement des objectifs de CA. L'objectif, c'est vraiment de remonter tout le funnel. On le verra juste après. Ok, donc ici, je vous ai remis le schéma un peu qui résume tout ce qu'on s'est dit, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de construire ce dashboard, de mesurer l'analyse, de poser cette analyse sur les besoins, de pouvoir fixer la data pour finalement apprendre et pouvoir corriger. Et donc, ça refait directement référence à cette fameuse citation que je vous ai montrée tout à l'heure, à savoir que effectivement, pour pouvoir améliorer, il faut mesurer. Et donc, on va commencer directement dans le vif du sujet sur le quoi mesurer et comment mesurer. Je vous disais en préambule, en introduction, qu'on allait potentiellement analyser l'aspect pilotage de différents prismes, d'un point de vue, on va dire, direction, et d'un point de vue plutôt commercial, opérationnel. Donc, si on commence par faire cette analyse, force est de constater que selon votre place dans l'entreprise, vous n'aurez pas besoin des mêmes KPI, vous n'aurez pas besoin des mêmes dashboards. Et ici, ce que je vous conseille de faire, et c'est juste logique, c'est de séparer vos dashboards par type de rôle en fait dans l'entreprise. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument pas donner de la visibilité, on va dire, aux commerciaux sur des objectifs un peu plus globaux, mais ici l'idée, ça va être plutôt de se dire qu'il faut potentiellement construire des dashboards spécifiques pour, on va dire, la direction d'entreprise, des dashboards spécifiques pour la direction commerciale et des dashboards spécifiques pour les commerciaux directement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les datas ne vont pas être les mêmes et ne vont pas avoir le même impact sur la prise de décision qu'un commercial doit avoir vs que le dirigeant doit avoir. Donc ça paraît juste évident, mais moi je vous conseille d'ores et déjà de faire ce travail, de bien diviser finalement les dashboards par type de prisme et par type de poste dans l'entreprise. Donc si par exemple on s'intéresse aux dirigeants, forcément le dirigeant lui souvent va avoir quel besoin en termes de visibilité, donc là je parle du dirigeant d'entreprise, et ben c'est de la visibilité sur l'atteinte de l'objectif de manière macro. Donc il n'aura pas forcément ici besoin de savoir
quel sales s'en sort bien, quel sales ne s'en sort pas. Il a juste besoin de se dire, OK, sur potentiellement 1 million de CA projetés sur l'année, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à 6 mois sur l'atteinte de l'objectif? Est-ce que sur les 50% du temps écoulé, on est à 50% de l'objectif, est-ce qu'on est plutôt à 48, on a pris un peu de retard, ou est-ce qu'on est à 62, c'est-à-dire qu'on a des objectifs qui étaient finalement peut-être pas assez ambitieux, ou alors l'équipe a très bien fait le job. Voilà, ça, c'est une data qui suffit aux dirigeants. VS, cette data-là, il faudra un peu plus de granularité pour le directeur commercial et encore plus de granularité pour le commercial. Autre data qui peut être intéressante pour le dirigeant, c'est tout ce qui est du coup EBE, CAF, marge, seuil de rentabilité. Alors ça dépend, là ce que je vous dis dépend énormément de la boîte que vous avez. Mais pour moi, la marge doit être potentiellement aussi, et la rentabilité doit être potentiellement un sujet qui intéresse tout dirigeant. Donc ça peut être ce sujet-là. Tout comme aussi le sujet, je sais pas, du statut des paiements de la trésorerie pour voir finalement si on a le cash qui rentre, peut être aussi un sujet. VS, pour la direction commerciale, comme je vous disais tout à l'heure, on va rentrer dans un niveau plus bas en termes de pilotage et de management. Ici, on va peut-être vouloir identifier l'atteinte de l'objectif uniquement de son équipe. Donc là où le dirigeant avait besoin d'une vision, on va dire globale de l'atteinte de l'objectif, peu importe qu'elle soit marketing, commercial, juste de voir la finalité, le directeur commercial, lui, va avoir besoin d'analyser finalement la donnée qui concerne son équipe. Donc en l'occurrence, quelle est l'atteinte de l'objectif pour son équipe commerciale, donc par ses commerciaux. Là, il aura peut-être besoin d'une ventilation, on parlera plus tard de l'aspect ventilation, par commercial. Mais en tout cas, force est de constater qu'il lui faut à tout prix cette donnée. Il faudra aussi qu'il analyse tout ce qui est activité sur la performance des ventes par personne, par département, tout va dépendre comment il est structuré. Mais ça va être aussi, en l'occurrence, un sujet, tout comme le suivi de temps et la charge de ses commerciaux et la manière dont on charge ses commerciaux va être un sujet. Vous voyez, encore une fois, là, on est plutôt sur de la donnée de pilotage. Ce qui ne veut pas forcément dire que le directeur commercial n'aura pas de données d'analyse. Il pourra très bien analyser l'évolution de son panier moyen, il pourra très bien analyser l'évolution de son ARPA, ce genre de choses. Mais on va être majoritairement sur la donnée de pilotage ici. Et ensuite, pour ce qui est, en l'occurrence des commerciaux, ce qui va vous intéresser, je pense que là, je l'apprends à personne, c'est votre objectif individuel, c'est l'atteinte de votre objectif à vous, plutôt que l'atteinte de l'objectif collectif. Même si le collectif reste important, même si c'est important de pouvoir aussi vous challenger par rapport aux performances des autres, et je pense que beaucoup sont un peu dans ce mindset, je pense qu'on l'est tous, mais ce qui va surtout vous intéresser, c'est votre capacité à améliorer votre propre performance au regard de ce que vous faites bien ou moins bien. Donc l'idée, ça va être aussi de voir ce qui fonctionne dans votre process de vente actuel, pouvoir aussi peut-être tester des choses, A/B tester des choses en fonction des résultats que vous allez constater, et puis après le partager, on va dire, à l'échelle collective, à votre directeur commercial ou aux autres commerciaux, sur les bonnes pratiques que vous avez su mettre en place. Et ce qui va être aussi important, c'est comment vous allez pouvoir atteindre ces objectifs. C'est-à-dire que, on le verra ensemble, mais si vous souhaitez atteindre un objectif, il y a des sous-KPI on va dire à mettre en place. Si vous voulez signer, il faut créer de l'opportunité. Si vous voulez créer de l'opportunité, il faut appeler, il faut envoyer de la séquence, etc. Et puis, du coup, là, on se donne les moyens d'atteindre la jauge. Donc, l'idée, ça va être aussi de fixer toutes ces KPI qui, là, vont vraiment vous aider à optimiser vos performances individuelles. Donc, si on rentre dans le détail, moi, je trouvais que c'était un point important, et c'était important pour moi de rentrer un peu dans le détail des typologies de postes qui existent côté sales, parce que là aussi, ce que vous allez analyser va être directement impacté par votre typologie de poste. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entreprises sont structurées de cette manière, mais ce qui se passe aujourd'hui dans la majeure partie des entreprises et des équipes commerciales, c'est qu'en général, on divise, on split 2 voire 3 rôles. Le premier rôle, c'est le rôle de SDR. Certains l'appellent aussi BizDev. Le rôle en général du SDR et du BizDev, ça va être quoi? Ça va être majoritairement de pouvoir faire de l'appel à froid, de pouvoir traiter les contacts entrants
et en fait d'identifier des opportunités qu'ensuite les commerciaux vont signer. Donc ça, en général, c'est souvent mis en place dans les entreprises où il y a quand même une certaine technicité sur la vente. Et donc, en fait, on met en BizDev, en SDR, des personnes qui, elles, vont être en charge de pas forcément d'avoir cette technicité, mais plutôt d'aller prospecter, d'aller traiter le contact pour générer du rendez-vous. Et c'est ensuite les AE, donc les accounts exécutives, qui, eux, ont cette expertise technique. C'est eux, ensuite, qui vont être en charge de faire toute la vente. Alors moi, je vous conseille de mettre en place, quand vous avez une équipe commerciale assez structurée, je vous conseille de mettre en place ce point-là parce que ça va vous permettre d'un côté de challenger du volume lié à de la qualité et de l'autre de permettre à la compte exécutive de se concentrer véritablement sur le closing. Donc ici, si on part de ce postulat qu'on a bien deux passes différents, donc un SDR qui est en charge de ramener du volume, de booker du rendez-vous, et un AE qui est en charge plutôt de signer, et bien forcément, les data et les KPI d'analyse et de pilotage à mettre en face vont être différentes. Donc par exemple, si vous avez des SDR, des BizDev, et que leur enjeu, ça va être de finalement de créer des opportunités pour vos sales, que les sales puissent closer, et ben vous allez devoir analyser certaines KPI importantes pour le SDR. Je vous ai mis des exemples en dessous. Les exemples importants pour un SDR, ça va être quoi? Ça va être simplement le nombre de contacts traités. Après, à partir de ce nombre de contacts traités, on va mesurer un nombre d'appels passés. Et à partir d'un nombre d'appels passés, on va analyser plutôt un nombre d'opportunités créées. Et donc, vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Quel KPI je vais analyser pour le SDR? Je vais analyser quelle est sa capacité, finalement, à ramener de l'opportunité pour mon commercial, parce que c'est lui qui alimente mon commercial. Et ensuite, je vais me dire comment. En fait, comment, c'est finalement les moyens. Pour qu'il me génère un certain nombre d'apps, il faut qu'il appelle des gens. Pour appeler des gens, normalement, il doit créer des contacts. Donc, c'est plutôt là-dessus que vous allez en général challenger des bizdev, des SDR sur des sujets plutôt de création d'opportunités ou de booking de rendez-vous pour vos sales. VS pour les sales, là effectivement vous allez plutôt les incentiver sur un chiffre d'affaires closé. Donc là vous voyez vraiment sur un volume de vente et là plutôt sur un volume de CA. Donc un volume d'opportunités ici et un volume de CA ici. Et donc pour votre AE, encore une fois, l'idée, si on veut avoir un certain volume de CA closé, il faut qu'on amène un certain volume potentiel dans le pipe. Et donc pour amener un certain volume potentiel dans le pipe, il faut ramener un certain nombre de transactions. Donc là, ce que je vous conseille de faire ici pour fixer finalement les objectifs de votre AE, parce qu'on verra juste après comment le mettre dans l'outil, et en fait, l'enjeu ici, ça va être de vous dire, OK, si je veux qu'un commercial fasse 100 000 euros, et potentiellement, il faut qu'il signe, vu mon panier moyen, je sais pas, 10 transactions. Pour signer 10 transactions, je sais qu'en général, il signe 30% de ses deals, et potentiellement, il va falloir, n'importe quoi, qu'il ramène 30 opportunités. Enfin, en tout cas, qu'il ait 30 opportunités dans le pipe. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est ensuite, comment je fais en sorte que mon SDR, peut-être, amène ces 30 opportunités à mon commercial. Et peut-être que ce SDR soit alimenté par le marketing à hauteur de X contacts. Donc tout ce funnel-là, c'est exactement ça que vous devez dessiner. Vous commencez toujours par le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre, soit annuellement, soit trimestriellement, soit mensuellement, puisque vous allez leur diviser. Et ensuite, vous remontez la boucle. Donc je veux atteindre un CA de temps. Donc il faut que j'ai tant d'opportunités signées. Pour avoir tant d'opportunités signées, il faut que j'ai tant d'opportunités dans mon pipe. Pour avoir tant d'opportunités dans mon pipe, il faut que je crée tant d'opportunités. Pour avoir tant d'opportunités, il faut que j'appelle tant de gens, il faut que je crée tant de contacts, et il faut que je génère tant de contacts. Et donc là, ça vous permet quand même d'avoir un funnel qui est relativement clair et relativement bien pensé. Et vous voyez, juste en ayant fait cet exercice-là, qui est, on va dire, assez simple, j'ai juste besoin ici du chiffre que je veux atteindre, de mon panier moyen et peut-être du nombre de commerciaux que j'ai, et uniquement avec ces 3 données, je peux d'ores et déjà fixer des objectifs collectifs ou individuels pour mes commerciaux. Donc, vous voyez, faites cet exercice-là, posez-vous quelques secondes, dites-vous quel chiffre d'affaires je veux atteindre, quel est le panier moyen de mon entreprise, combien d'opportunités il faut que je signe au vu du panier moyen. Ensuite, quel est mon taux de transformation, on va dire moyen. Là aussi, mettez des hypothèses. Si vous savez absolument pas le définir, vous pouvez être pessimiste et vous dire qu'en général, vous signez à hauteur de 30%, parce que c'est quand même ce qu'on constate entre une création d'up et une signature. Vous mettez ce ratio-là, vous avez le nombre d'opportunités du coup qu'il faut créer. Puis ensuite, vous vous dites, OK, pour créer ce nombre d'up, comment je répartis judicieusement entre le marketing, le SDR, etc., etc. Et rien que là, vous avez quand même un début d'objectif fixé qui vous permet de piloter votre équipe.
Bon, j'espère que du coup, toutes les questions que je vois passer, Loïc y répond, mais si vous voulez, il me les repartagera, on pourra repasser dessus, mais voilà, j'espère que cette partie-là vous aide. Donc maintenant, on va potentiellement rentrer dans un détail un peu plus important. Cette partie-là, je vous laisserai la lire. J'aimerais bien qu'on aille d'ores et déjà dans les métriques un peu plus détaillées et que je puisse du coup vous montrer comment paramétrer ces métriques dans l'outil notamment forecast ou prévision de d'HubSpot. Je vous ai remis ici des exemples, encore une fois, de data que chaque personne devrait peut-être avoir en ligne de mire selon son rôle dans l'entreprise et le niveau de mesure qu'elle doit avoir. Donc ici, en l'occurrence, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, le CEO, ça va être plutôt en CA gagné, le chiffre d'affaires potentiel en paille pour s'assurer qu'on soit cohérent, le panier moyen pour voir effectivement l'évolution de manière générale, la satisfaction de ses clients, mais encore une fois à l'échelle macro, pourquoi pas. Sur les DIRCO, ça va être plutôt effectivement le CA ventilé de différentes manières, les opportunités ventilées de différentes manières, et encore une fois, les moyens macro pour les atteindre. En l'occurrence, est-ce que son équipe commerciale est assez staffée et assez occupée. VS pour les commerciaux, là c'est typiquement ce qu'on s'est dit juste avant, des contacts créés, traités, des nombres d'appels passés, des nombres d'opportunités créées, et ainsi de suite pour pouvoir encore une fois analyser la finalité. Donc, comme on se disait, potentiellement, garder en tête deux types de dashboard. Le dashboard, encore une fois, de pilotage qui permet de suivre l'activité et de la gérer. Donc là, par exemple, le forecasting de votre équipe commerciale, le nombre d'appels passés, VS des dashboards plutôt d'analyse. Je pense par exemple, je vous remettrai des exemples ici, mais au panier moyen. Le panier moyen, par exemple, alors vous sert in fine effectivement à piloter l'équipe parce que vous dites le panier moyen a baissé ou il a augmenté, c'est bien ou c'est pas bien. Mais en soi, c'est pas ce qui va vous servir à piloter vos commerciaux tous les jours. C'est vraiment ce qui va vous servir à vous dire, OK, où est mon activité aujourd'hui? Est-ce qu'on a progressé ou est-ce qu'on a régressé sur certains sujets? Mais c'est pas de manière hebdo que vous allez pouvoir dire tiens, sales, tu t'en sors bien parce que ton panier moyen a augmenté. Et la semaine d'après, finalement, tu t'en sors pas très bien parce que ton panier moyen a baissé. Ça va être vraiment des data d'analyse. Donc là aussi, je vous conseille presque de séparer encore une fois ces dashboards. Donc ici, on sépare les dashs par type de poste, entre guillemets, et de métriques dont vous allez avoir besoin. Mais on resegmente aussi ensuite les dashboards par type de métriques. D'un côté, la métrique de pilotage, de l'autre, la métrique d'analyse. Comme je vous disais, la métrique d'analyse, on est plutôt sur du moyen-long terme, donc on va plutôt aller la voir de manière mensuelle, trimestrielle, annuelle. VS, la donnée de pilotage va être beaucoup plus rapprochée en termes de visualisation. On va être plutôt quasiment sur du quotidien, sur de l'hebdo, voire sur du mensuel. Donc séparer vraiment, c'est aussi ces deux sujets. Et maintenant, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, notamment côté HubSpot, sur comment vous allez pouvoir finalement, après avoir défini ces objectifs, les paramétrer. Donc, reprenez en tête ce qu'on a vu juste ici, à savoir, en l'occurrence, quel est le CA que la personne doit signer. Pour signer un nombre de CA, quel est le nombre d'opportunités à avoir dans le pipeline, etc. Et en fait, c'est exactement ça qu'on va, là, maintenant, paramétrer, en l'occurrence, dans HubSpot. OK? Donc gardez bien ça en tête. Limite, faites-vous un bout de papier d'ores et déjà de typiquement le chiffre d'affaires global divisé par sales que vous devriez atteindre, le nombre d'opportunités par sales, etc. Parce que c'est ce qui va vous servir à ce qu'on va utiliser d'ores et déjà dans l'outil Forecast. Donc là, ce que je vais faire, on va partir directement, en l'occurrence, sur HubSpot, et je vais vous montrer tous les sujets qui nous intéressent. Hop. On va quand même aller dans un environnement de démo, c'est quand même plus simple pour se lancer. Et on est parti. Donc, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais en fait, ce que je vais vous montrer ici, le paramétrage des objectifs individuels et collectifs que je vais vous montrer là, vont finalement être directement gérables ici, donc dans vente et prévision. Donc, ce qui se passe ici, c'est que dans cette partie vente et prévision, vous allez pouvoir ici identifier tous les types d'objectifs que vous avez paramétrés. Donc, je vais vous montrer comment les paramétrer, mais en fait, ce qui est intéressant ici, sur ce dashboard, alors en l'occurrence, je vais essayer de voir si j'ai quand même de la donnée à vous montrer, qui soit un peu plus globale. Hop, on va mettre données depuis le début. Hop, allez, on va mettre cette année.
Bon, en l'occurrence, ici, oui, c'est un peu vide, ça reste un environnement démo, mais je vous le reparamétrerai à l'occasion. Mais ici, donc, ce qu'on va voir, c'est les équipes ou les utilisateurs. Donc ici, si vous avez l'équipe commerciale, n'importe quoi, Occitanie, l'équipe commerciale Rhône-Alpes, l'équipe commerciale, n'importe quoi, du Grand Est ou du Nord, que sais-je, vous allez pouvoir, en fait, via des équipes, diviser vos objectifs de cette manière. Donc, soit par service, si par exemple vous avez plusieurs services commerciaux parce que vous avez décidé de diviser vos services commerciaux par marque ou par type de vente, ou finalement par type de région. Donc en l'occurrence ici, si vous avez une équipe commerciale Occitanie, vous pouvez définir des objectifs pour l'équipe d'Occitanie. Et si vous avez des agences aussi en Rhône-Alpes, vous pouvez définir des objectifs sur l'agence de Rhône-Alpes. Tout comme derrière, vous pourriez avoir une granularité plus importante par personne. Donc en l'occurrence, si ensuite vous avez défini des objectifs n'importe quoi d'1 million pour l'agence d'Occitanie, vous avez potentiellement les 5 personnes dans cette agence Occitanie, vous allez potentiellement pouvoir paramétrer ensuite des objectifs individuels. Donc si on refait référence à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, à savoir ce schéma, et ben, premier schéma numéro 1, je veux atteindre, n'importe quoi, 2 millions de chiffre d'affaires. Ok, je veux atteindre 2 millions de chiffre d'affaires, donc je veux que l'agence Occitanie fasse 50%. Je veux que l'agence Rhône-Alpes fasse 50%. Ok, je vais prendre l'agence Occitanie, je vais me dire dans l'agence Occitanie, je dois faire donc 1 million, j'ai 5 personnes. Et ben en fait, ce que je vais me dire, c'est que peut-être de manière totalement arbitraire, je vais vouloir que chaque personne ait des objectifs identiques, parce que je considère qu'il y a un niveau, on va dire, de maîtrise et de seniorité équivalent. Et ben je vais simplement me dire, ok, bah du coup, je veux que chaque personne potentiellement fasse 200 000. Donc là, en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est que annuellement, je vais définir à Fanny des objectifs à hauteur de 200 000 euros. Donc Fanny aura un objectif de CA de 200 000 euros. Et donc potentiellement, j'ai n'importe quoi, Loïc qui est en face de moi, je décide aussi de lui mettre les mêmes objectifs que Fanny, et je veux aussi lui définir des objectifs à hauteur de 200 000 euros. Ces objectifs-là, je vais pouvoir ensuite les ventiler par trimestre, par mois, et pouvoir en fait les piloter. Et donc vous voyez là, de manière très simple, je vais rapidement avoir une vue, hop, service, donc sur mes agences Occitanie, mais ensuite, quand je vais cliquer dessus, aussi avoir une vue individuelle par sales. Et donc, je vais pouvoir définir des objectifs pour l'équipe en question, donc l'agence Occitanie, comme je vais pouvoir définir des objectifs à titre individuel. Donc, je vais vous montrer d'ores et déjà comment créer ces objectifs. Hop, vous allez voir. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, donc là, vous allez avoir tout le listing de vos objectifs précédents, etc., ce que vous avez défini, donc soit par équipe, donc pour l'agence en question, ou par utilisateur pour le sales en question. Vous allez pouvoir mettre des plages et de pouvoir voir, en fait, finalement, quelle a été l'atteinte de ces objectifs sur la période. Vous allez pouvoir filtrer aussi par type d'objectif. Alors vous allez voir, je vais vous montrer comment raisonner sur les types d'objectifs, mais vous allez pouvoir à terme filtrer de cette manière. Donc vous avez déjà, quand vous rentrez ici, une preview assez simple sur les objectifs avec un filtre par personne, par équipe, etc. Mais bon, commençons déjà par la création d'un objectif. Donc comme on s'est dit, ici, on va se dire potentiellement, je vais prendre le CA de Fanny. Donc là, on va peut-être mettre CA de l'agence Occitanie. Ok. Hop, pour Fanny. Et bien là, c'est le premier objectif que je vais définir. Donc ici, comme on s'est dit, on va potentiellement commencer par l'objectif CA et ensuite on va remonter. Donc pour l'objectif CA, là, on voit une catégorie parce que sachez simplement que pour certains, ceux qui ont en l'occurrence la partie, on va dire, un peu plus service, vous pourriez créer des objectifs sur le nombre de tickets créés, etc. Mais on ne va pas le voir aujourd'hui, mais sachez que c'est possible. C'est exactement le même exercice. Passons. Donc là, je vais commencer par du coup le CA de l'agence Occitanie uniquement pour Fanny. Et bien, première chose qu'il va me demander, c'est de quel type d'objectif il s'agit. Là, en l'occurrence, ce sera un objectif de chiffre d'affaires. Donc là, je reprends ce qu'on se disait tout à l'heure. Le chiffre d'affaires, c'est la finalité. Donc là, vous allez mettre un objectif CA, mais ensuite, vous allez devoir remonter le funnel et vous dire, OK, pour atteindre un CA de 2 millions, combien il faut qu'il crée d'opportunités, et vous allez créer le nombre de transactions, il me définir des objectifs de transactions à créer, je vous montrerai après. Pouvoir créer ce nombre de transactions, vous pourriez très bien définir un nombre d'appels à passer. Et pouvoir donc remonter des objectifs et fixer des objectifs en fonction de ça. Mais commençons déjà par l'objectif CA. Donc, sur la partie objectif CA, j'ai défini mon nom.
là aussi, alors ça paraît anecdotique, j'arrêterai après de m'étaler sur le sujet, mais faites attention au nom. Ça va vite d'avoir une plateforme qui soit assez usine à gaz d'ici 2 à 3 ans, quand vous allez paramétrer des objectifs mensuels, annuels, individuels, etc. Ça va commencer à faire beaucoup. Donc essayez quand même de respecter toujours une nomenclature. Donc là, par exemple, moi je mets toujours le nom de l'objectif, en tout cas le type d'objectif, le type d'équipe concernée, et après la personne quand je crée un objectif individuel. Alors, il peut y avoir d'autres choses, hein. Moi, limite, vous pourriez même être allé dans un détail de par année ou que sais-je. Mais encore une fois, gardez toujours en tête une certaine nomenclature pour pouvoir vous y retrouver. Donc ici, je mets le nom. L'objectif, ça va être de définir un objectif donc, de CA pour l'agence Occitanie uniquement sur Fanny. Et donc, mon type, c'est du chiffre d'affaires. Une fois que j'ai ça, bon, est-ce qu'il me dit, est-ce que vous comptez effectuer des prévisions ou autre, peu importe. Là, en l'occurrence, il me demande de quel utilisateur il s'agit ou de quelle équipe il s'agit. Donc, si je définis un objectif relatif à une agence, je vais uniquement aller chercher l'agence. Et en l'occurrence, il va aller me chercher toutes les personnes et diviser de manière aléatoire. Si par contre, je définis un objectif uniquement pour une personne, je vais aller en l'occurrence chercher cette personne. Bon, là, ça coche les deux parce que j'ai qu'un utilisateur, mais peu importe. Je vais ensuite définir l'année en question, donc ce que j'ai mis précédemment dans mon nom, et je vais définir en fait de quel pipeline il s'agit. Donc si c'est un objectif pour, je dis n'importe quoi, on va dire le pipeline de vente classique, et ben je vais aller le chercher dans mon pipeline de vente. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir le paramétrer. Et donc là, je vais commencer à pouvoir faire l'exercice de la ventilation. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ici? Ben, vous allez simplement vous dire, ok, je veux définir un objectif global annuel, je n'importe quoi, à 200 000. Donc je vais partir du principe que si je n'ai pas de saisonnalité, potentiellement, je dis n'importe quoi, on va se dire, on va prendre une base de 200 000, ça veut dire que allez, une personne doit faire à peu près 17 000 de CA par mois. Donc je vais simplement mettre mes objectifs de manière mensuelle, donc dire en février, donc en janvier, la personne doit atteindre 17 000, en février, elle doit atteindre 17 000, et ainsi de suite. Donc ça, on part de l'hypothèse où vous avez finalement hop, hop, des objectifs qui sont assez lissés, et vous avez une activité qui n'est pas en fait dépendante d'une saisonnalité. Si par contre, c'est pas le cas, et ben ici, vous pourriez très bien potentiellement définir que le mois d'août sera plus faible, que le mois de septembre sera plus haut, et ainsi de suite. Bon, alors c'est pas funky aujourd'hui parce que vous êtes obligé de tout taper à chaque fois, je crois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Ça changera peut-être très certainement, mais je le mets ici. Et donc, vous voyez, hop, excusez-moi, je pensais avoir coupé. Mais donc ici, je vais pouvoir définir en fait mes objectifs de manière lissée. Et donc, je vois mon total sur les 12 mois. Donc là, j'ai pris un peu de marge. Je me dis, ok, je vais faire 200 000 euros. J'ai mis 204, peu importe, pour avoir un chiffre rond. Mais ici, je pourrais très bien me dire, j'ai une activité qui est saisonnière. Ici, je ne mets que 10 000. Par contre, ici, je passe à 20 parce que je sais que le mois de novembre est en général un mois plus important. Bon, bah, je retombe sur mes 200 000, mais j'ai quand même pu ventiler mon activité en fonction. Et donc, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, c'est assez simple. Et bien, en ce moment-là, j'ai juste à mettre suivant, je les enregistre, je lui demande quel niveau d'analyse je veux avoir, est-ce que je voudrais analyser le dépassement ou autre, et automatiquement, je vais voir ici, je vais retourner sur ma fenêtre et je vais voir les objectifs fixés. Donc si, en l'occurrence, je vais rechercher l'objectif pour Fanny, je vais pouvoir voir qu'effectivement, je lui ai fixé un objectif de chiffre d'affaires avec une target du coup de 17 000 euros de manière mensuelle, et je vais pouvoir ensuite suivre sa progression. Donc ici, je vais pouvoir, du coup, de mon côté, voir chaque mois, chaque jour, à quel niveau de progression elle est en termes de chiffre d'affaires. Et donc là, je vais simplement voir la jauge se remplir. Si à 50, j'ai n'importe quoi, à 15 du mois, elle est à 8 000 euros, bah, j'aurai une jauge à plus de 8 000 euros potentiels. Et donc c'est bête, mais quand on parle de pilotage, pour moi c'est l'outil majeur en termes de pilotage pour votre activité commerciale, c'est cet outil-là. Parce que ça va vraiment vous permettre, je dirais presque toutes les semaines, si vous avez des suivis de forecast, de pipe avec votre équipe, d'aller directement sur cette vue, uniquement sur cette vue, et de pouvoir vous dire, ok, aujourd'hui, tu es à 8% de ton atteinte d'objectif ou tu es à 50%, et ensuite, je vous montrerai plus tard, rentrer dans le détail des opportunités et regarder les prochaines étapes. Donc vous voyez, ici, on a fixé déjà l'objectif de CA,
donc l'objectif final, on va dire. Mais comme je vous disais, l'objectif après, c'est de potentiellement fixer des objectifs de nombre d'opportunités. Pourquoi? Parce que on va faire encore une fois le calcul. Hop, donc nombre d'opportunités, on va mettre agence Occitanie. Hop, et on va mettre à nouveau Fanny. Je paramètre son objectif. Là, vous voyez ici, je ne serai plus sur un objectif de CA, mais sur un objectif de transaction à créer. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement me dire ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je reprends ma calculette et je me dis, OK, potentiellement, dans mon entreprise, hop, j'ai un panier moyen, donc je veux faire 200 000. Je veux que Fanny fasse 200 000. J'ai un panier moyen dans mon entreprise à 15 000. Donc je me dis, OK, potentiellement, il faut que Fanny signe potentiellement 13 transactions sur l'année. Je me dis que Fanny, admettons, elle close à 50% parce que Fanny est plutôt, en l'occurrence, douée en termes de closing. Je me dis qu'ok, Fanny doit gérer, en tout cas, avoir en opportunité 26 opportunités par an pour pouvoir signer 50%, donc les 13. Et à partir de ce calcul, je me dis, OK, je dois créer 26 opportunités annuelles, et je vais simplement les diviser par 12. Donc potentiellement, ça veut dire que Fanny, pour pouvoir faire son objectif, elle doit potentiellement ici créer 2 à 3 opportunités par mois. Donc je vais encore aller chercher Fanny. Et là, donc je vais aussi définir des objectifs, encore une fois, mensuels. Et donc ici, il ne s'agit plus d'un nombre, enfin d'un CA potentiel, mais d'un nombre de transactions à créer dans le pipeline. Et donc là, je me dis potentiellement, là aussi, si j'ai un business de manière totalement linéaire, je vais fixer des objectifs à hauteur de 3 opportunités créées par mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, si elle a un taux de signature, on va dire, de 50%, qu'elle crée 3 opportunités par mois, et en ce moment-là, il y a des chances, en tout cas on s'est donné les moyens pour qu'elle signe potentiellement 1,5 opportunités, donc 1 à 2 opportunités tous les mois. Et une fois que j'ai ça, voilà, je peux du coup fixer, en l'occurrence, les objectifs de manière mensuelle. Et donc vous voyez, c'est bête, mais encore une fois, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. À la fois, vous définissez l'objectif final, et à la fois, vous définissez en fait le moyen. Donc, objectif final, CA, le moyen, elle doit créer des opportunités pour pouvoir signer. Et donc, avec ce premier exercice, vous allez être en capacité, du coup, d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir piloter votre activité de manière hebdo. Donc, on le verra plus tard, mais encore une fois, ici, l'avantage, c'est que je vais pouvoir prendre cet affichage-là pour mes réunions hebdo avec mes sales. Et donc, encore une fois, là, on se dit aussi, je parle beaucoup de direction commerciale, de manière de piloter l'activité, de piloter vos sales, mais si du coup vous êtes sales, en l'occurrence, cette jauge-là vous servira aussi, vous, à voir si l'objectif qu'on vous a fixé est cohérent par rapport à votre activité actuelle. Et de voir aussi où potentiellement ça pose problème. Si vous êtes largement bon en termes d'objectifs sur la création d'opportunités, mais que vous êtes dans les choux sur l'atteinte de votre CA, ça veut potentiellement dire que ici, il y a peut-être un problème de qualification des opportunités qui sont créées. Ou que finalement, votre taux de transformation est peut-être pas celui qu'on imaginait à la base. Et donc, il va falloir peut-être créer plus d'opportunités pour atteindre le même CA. Et donc, ça vous permet aussi de vous dire, OK, est-ce que ce qu'on m'a fixé est cohérent, ou est-ce que je suis bon, ou est-ce que je suis moins bon, et pouvoir suivre cette jauge, et pas finalement se retrouver en fin de mois avec un constat qui est que vous n'êtes pas dans les chiffres, ou trimestriellement ou annuellement, parce que ce sera trop tard à corriger. Donc ce que moi je vous recommande, je l'ai mis un peu plus loin, mais je spoil déjà un peu le sujet. Vous êtes directeur commercial, je vous conseille réellement de fixer ces objectifs de manière individuelle, trimestrielle, mensuelle, et de le piloter avec votre équipe de manière hebdomadaire. Alors, je vous rentrerai dans le détail plus tard, mais les objectifs trimestriels, annuels, présentez-les. Faites des meetings mensuels peut-être pour lancer, le trimestriel peut-être pour lancer le trimestre. Faites des meetings mensuels pour donner de la visibilité à votre équipe sur l'atteinte des objectifs, et faites des meetings peut-être hebdo avec chaque sales pour suivre son avancée. Et donc, une fois que vous avez ça, alors là, on pourrait refaire l'exercice avec le nombre d'appels passés, etc. Ça n'a pas de grand intérêt. Mais en fait, une fois que vous avez fait ça, HubSpot va automatiquement aller chercher les informations dans le pipeline. Donc, si je vais retourner sur quelque chose qui m'a l'air à peu près bien paramétré, hop, hop. Donc, en l'occurrence, ici, je n'importe quoi, on va dire qu'il y a 2 membres.
Ici, vous voyez, si c'est rattaché à votre pipeline sales, et ben, automatiquement, il va aller chercher les informations dans votre pipeline sales. Donc, si vous allez, en l'occurrence, dans votre pipeline, donc dans vos transactions, je suis dans mon pipeline de vente, et ben ici, vous voyez, si vous avez pondéré correctement les informations et assigné correctement aux personnes, si une personne a créé dans ce pipeline 2 transactions et que son objectif c'est de créer 2 transactions, automatiquement, ça va remonter comme il faut dans les objectifs. Et donc, de manière générale, l'avantage de ça, c'est que votre pipeline est connecté directement à l'outil de prévision. Donc, si votre objectif il est TCA, eh ben, vous allez voir ici les montants de transactions pondérés et ajoutés quand ils seront en fermé gagné, par exemple. Comme ici, quand vous allez plutôt vous concentrer sur des nombres d'opportunités créées, et ben, quand une personne, un propriétaire de transaction va créer une opportunité, votre outil de prévision va le voir et là aussi va mettre à jour vos objectifs en temps réel. Et donc cette jauge, vous n'avez pas besoin de la faire finalement manuellement. Cette jauge-là, elle se met à jour dynamiquement en fonction du pipe que vous avez rattaché à vos objectifs. Voilà. Est-ce que Loïc, on a des questions sur ce sujet-là ou pas forcément? Ok. Bon, a priori, Loïc s'en sort bien sur le chat, les questions sont plutôt simples, donc on n'est pas forcément obligé de venir sur des aspects spécifiques, mais peut-être une. Ok. C'est Jérôme qui dit justement la détermination de l'objectif commercial pour un sales automatise-t-elle l'envoi d'un mail au sales qui confirme sa bonne réception? Ok, c'est une bonne question, effectivement, Jérôme, sur la notion de notification des mises en place des objectifs. Oui, en fait, ici, vous pourriez tout à fait avoir une alerte quand on vous met à jour un objectif. Donc, c'est-à-dire que si votre directeur commercial définit l'objectif dans l'outil de vente et qui vous attribue l'objectif comme je l'ai fait précédemment, oui, en l'occurrence, vous allez recevoir une alerte qui vous notifie de ce nouvel objectif. Alors, pour information, il faudra bien faire attention à la manière dont vous avez réglé vos notifications ici. Donc ici, vous avez totalement la possibilité de régler vos notifications de manière individuelle. Et donc, chaque sales a le choix de pouvoir ou non recevoir un certain nombre d'alertes par mail ou autre. Donc ici, il faut juste vérifier, alors je pense que ça doit être plutôt dans l'aspect transaction ou autre, que vous ayez bien autorisé à être notifié sur ces sujets. Mais oui, quand votre directeur commercial va vous attribuer directement un objectif rattaché à votre plateforme HubSpot, en l'occurrence, vous serez notifié par email si vous avez bien personnalisé ici ces champs-là. Sachez aussi que même principe, vous serez aussi notifié s'il le met à jour. C'est-à-dire que si demain, votre directeur commercial se dit, ben voilà, Jérôme assure dans l'atteinte de ses objectifs, on est à mi-mois, il est déjà à 90% de l'obj, bon, finalement, je décide d'augmenter son objectif en termes de CA, vous serez aussi notifié de la modification de l'objectif. Donc oui, vous pouvez être notifié déjà de la création, mais aussi de la mise à jour de l'objectif en question. Ok? Et donc, encore une fois, moi, je vous conseille vraiment, vraiment, presque même plus que si on parle de pilotage, pour moi, le pilotage, c'est presque même pas l'outil de dashboard. Le pilotage, pour moi, c'est cet outil de prévision parce que vous allez pouvoir, encore une fois, derrière, aller voir un certain nombre de choses. Oui. Alors l'acceptation, ça par contre, c'est vrai que c'est un point qui n'est pas encore développé. En l'occurrence, vous ne pouvez pas encore aujourd'hui, pour l'instant, dire oui ou non, j'accepte l'objectif qui m'a été attribué. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que ça va plutôt, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, ça va plutôt se faire autour d'une discussion trimestrielle, annuelle, et ensuite, on va paramétrer ces objectifs. Donc si vous êtes directeur commercial ici ou même sales, ce qui va plutôt se passer, c'est que moi, je vous conseille d'avoir plutôt un échange pour le début d'année, selon votre année fiscale, pour expliquer au commercial en question quels vont être ses objectifs annuels ou trimestriels, si vous préférez les piloter au trimestre pour être plus agile parce que votre business évolue vite. Mais dans tous les cas, l'enjeu, c'est toujours déjà de faire un meeting avec votre commercial pour lui donner une idée, prendre le pouls sur sa vision de ses objectifs parce qu'il faut quand même un retour terrain. Donc ça, c'est le premier point. Vous fixez des objectifs de votre côté si vous êtes DIRCO à la hauteur de ce que vous êtes fixé comme ambition sur le sujet et de faire un peu un mix des deux. Donc le retour terrain de mon sales qui me dit, voilà, moi je voyais ça comme ça en termes d'objectifs parce que j'ai ça en opportunité.
et potentiellement ça en réalisé l'année dernière et en potentiel sur le marché. Vous avez le directeur commercial qui va aussi amener sa vision, et en général, on va faire un meeting pour orienter finalement les deux visions. Et donc, une fois que pour moi, les visions sont confrontées de manière individuelle et à l'échelle mensuelle, trimestrielle, vous allez ensuite rentrer ces objectifs dans l'outil prévision. Mais tant que vous n'avez pas fait cet exercice, effectivement, il n'y aura pas d'acceptation en l'occurrence. D'autres questions, Loïc, qu'on doit aborder? Ok. Et donc, l'avantage, je vous le montrerai plus tard dans une autre vidéo, mais une fois que vous êtes aussi sur cet outil prévision, vous allez pouvoir avoir le détail des opportunités, en l'occurrence par personne dans le pipeline. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas de détails, mais si j'avais des transactions en question, je pourrais voir le nombre de transactions à chaque étape dans mon pipe, donc connecté à mes transactions dans mon pipeline. Je pourrais voir ces étapes en question s'afficher juste ici. Et un truc que je trouve pour moi très important, je pourrais voir aussi les next steps par transaction. Alors l'avantage c'est quoi? C'est que quand vous allez faire un point avec votre commercial toutes les semaines, et ben pour moi il y a une obligation à ce qu'il y ait une prochaine étape. Donc la prochaine étape, je vous le montrerai un peu plus tard, enfin dans une autre vidéo, mais la prochaine étape c'est simplement, elle est systématique, hein, par défaut vous la verrez, une fois que vous aurez paramétré vos objectifs. La prochaine étape ici c'est du texte, on va dire, libre, du champ libre, et vous le saisissez. Et en fait, ça permet aussi de s'assurer, en termes de sales, mais aussi directeur commercial, qu'il y a toujours une prochaine étape sur un deal. Donc là aussi, de s'assurer que sur ce deal en question, excusez-moi, je pense qu'il va falloir que je me retire, parce qu'on essaie de me joindre de nombreuses fois, mais ici, l'idée, ça va être plutôt effectivement de se dire que sur ce sujet-là, vous allez pouvoir avoir des next steps. Et encore une fois, pour moi, une opportunité, il y a forcément une prochaine étape. Donc l'étape, ça va être rendez-vous programmé le 17, appel de relance prévu le 12. Alors c'est pas une prochaine étape, pour moi, c'est pas forcément à rappeler, à relancer. C'est vraiment une date précise à laquelle vous avez potentiellement prévu de relancer la personne en question, ou à laquelle vous avez un meeting. Et donc ça vous permet, vous aussi, en tant que sales, de s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, parce que ça peut arriver quand on traite un gros volume, de s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette en termes de traitement commercial et de prochaines étapes avec les clients en question. Et ça permet aussi au directeur commercial d'avoir de la visu et de se dire, ok, visiblement c'est maîtrisé, il y a une prochaine étape ici, il y a une prochaine étape là. Et d'être aussi cohérent avec le forecasting qui sera établi. Donc voilà, on a passé un peu de temps sur ce sujet-là, mais ça me paraissait être important parce que pour moi, c'est la KPI si on parle de pilotage de votre équipe de manière du coup collective ou individuelle. Donc tout ce que je vous ai montré là, vous aurez un récap ici. Donc là, vous avez vu ici l'atteinte de l'objectif qui avance en termes de progression. Ici, vous avez une manière de paramétrer, de connecter ça à votre pipe en question. Et ensuite, vous allez pouvoir du coup fixer vos objectifs et avoir de la visu sur l'atteinte de l'objectif. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, si on parle du coup d'analytics, on va dire, sur la partie commerciale à l'échelle, on va dire, un peu plus individuelle, ici, vous allez pouvoir, là aussi, sur HubSpot, aller analyser de manière simple vos data. Donc, on va rentrer dans ce détail. Je vais aller vous montrer tout ça. Donc en l'occurrence, ici, quand vous allez aller dans rapport et analytics, alors on ne rentre pas encore dans l'aspect tableau de bord, je veux créer des tableaux de bord, là je rentre vraiment dans des données d'analyse pure qui peuvent être plus ou moins complexes, mais je vais aller ici dans rapport et analyse et je vais pouvoir finalement voir toutes les datas qui m'intéressent. Donc ici, vous avez un affichage qui est assez important, mais l'affichage qui va majoritairement vous intéresser, c'est l'affichage du coup des ventes. Donc on va aller directement dans l'analytics des ventes. Et en fait, ici, vous allez pouvoir d'ores et déjà avoir un certain nombre finalement de data, d'analyses qui sont pour moi importantes, intéressantes, sans même avoir à créer des dashboards particuliers. Vous allez du coup pouvoir filtrer des résultats d'appels, des nombres d'appels passés, vous allez pouvoir filtrer des résultats de réunions pour voir effectivement est-ce que ces réunions sont maintenues, est-ce qu'elles sont reportées, combien de réunions vous faites par mois, etc. Vous allez pouvoir avoir aussi une visibilité sur les tâches que vous avez créées, les tâches que vous potentiellement vous terminez par semaine pour pouvoir analyser vélocité commerciale. Donc vous voyez ici, je pense que si on parle d'analytics sur vos performances individuelles, c'est le meilleur outil pour vous. Donc vous allez dans, je rappelle,
rapport, analytics, et vous allez dans analytics des ventes. Et ici, vous allez vraiment, à mon sens, pouvoir suivre votre évolution et vos performances commerciales de manière individuelle. Et là, c'est vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Combien d'appels je passe par jour, combien de résultats d'appels j'arrive à être connecté, combien de réunions j'arrive à faire par semaine, combien de tâches je me crée toutes les semaines, combien de tâches j'arrive à terminer, combien d'opportunités j'arrive à créer. Toute cette partie-là, ça va être vraiment une partie, je pense, intéressante pour vous. Et encore une fois, l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de créer de dashboard. Donc, en général, ce que moi, je vous dirais bien, c'est pour l'administration et pour faire en sorte que vous ayez une administration, on va dire, de plateforme, là aussi, qui soit la plus propre possible. Pour moi, les dashboards ne doivent pas être créés par les sales ou même par la direction commerciale, mais par des CRM managers. VS, ces rapports d'analytics, vous pouvez les consulter et je vous conseille plutôt d'utiliser ça à l'échelle individuelle pour aller regarder vos perfs. Donc plutôt que créer du dash, allez plutôt dans cet onglet-là pour regarder vos performances, vous le filtrez sur vous et normalement ça vous permet d'avoir une vision vraiment très simple de votre vélocité commerciale sans avoir à les créer des dashboards. Alors là, je vous ai montré vraiment la partie activité, mais vous pourriez aussi avoir ce qu'on a vu précédemment. Donc c'est l'atteinte de vos objectifs, c'est l'atteinte de votre prévision, c'est votre entonnoir individuel. Donc là, typiquement, combien de rendez-vous il vous faut pour du coup avoir une démo, combien de démos il vous faut pour avoir X envois de contrat, combien d'envois de contrat il vous faut pour signer, etc. Ça, par exemple, c'est un dashboard qui est très intéressant parce que ça vous permet finalement de voir quelles sont vos performances individuelles. Donc le directeur commercial va analyser ces performances-là à l'échelle globale, mais vous allez pouvoir analyser ces performances-là à l'échelle individuelle. Et ce qui va être intéressant pour vous, c'est OK de vous dire par rapport à la moyenne où est-ce que vous vous situez. Par exemple, peut-être qu'un commercial va être très bon en création d'opportunités, mais par contre, de démonstration, je dis n'importe quoi, envoi du contrat, il aura un taux de transformation qui sera inférieur à la moyenne de ses autres sales. Et donc, va se poser la question de faire peut-être un point avec le directeur commercial pour dire, bah, écoute, moi j'ai une problématique. Je me rends compte que de démo à contrat envoyé, j'ai un problème. Je suis pas dans la moyenne que tu constates. Tu m'as affiché un dashboard, la moyenne de l'équipe, j'ai n'importe quoi, c'est 22%. Moi, je suis à 12%. Donc, est-ce que mon process est bon? Comment je pourrais améliorer mon process pour me rapprocher des résultats de chaque personne? Donc, encore une fois, ici, j'ai une approche vraiment individuelle, peut-être comparative aussi à d'autres commerciaux, pour pouvoir me dire, OK, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses par rapport à la moyenne de mes autres commerciaux. Donc, ici, vraiment, tous ces dashboards, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque dashboard, mais ils sont déjà préfaits, pré-complété. Si vous avez les données directement qui sont déjà propres dans votre CRM, il va directement aller chercher ces informations. Donc ici, encore une fois, pas besoin là de se compliquer la vie à essayer de faire des dashboards compliqués parce que c'est pas un exercice facile, alors que vous avez finalement la data qui est d'ores et déjà agrégée telle quelle, qui est déjà prête, sans que vous ayez de grosses complexités à faire. Donc, je vous laisserai regarder à tête reposée finalement tout ce que vous pouvez analyser en termes de data. Mais vous voyez, il y a les rapidités de closing, il y a les tâches à effectuer, il y a énormément de choses qui vous permettent pour moi d'avoir vraiment un pilotage qui est assez détaillé sur vos performances individuelles. Alors là, vous verrez, dans la présentation, je vous ai fixé des exemples de data que vous pourriez potentiellement avoir via cet outil d'analytics des ventes. Sachez que du coup, vous pourrez aller agréger ces dashboards dans un tableau de bord individuel. Donc si vous avez un tableau de bord que vous êtes créé ou qu'on vous a créé à l'échelle individuelle, vous allez pouvoir aller chercher ces dashboards du coup ici et décider de les ajouter dans un dashboard déjà existant. Donc ici, je peux aller chercher mes dashboards existants et du coup l'ajouter à mon dashboard. Et donc là aussi, ça permet d'éviter d'avoir des complexités en termes de création de rapports et de partir de quelque chose de simple. Ok? Donc ça, c'est vraiment comment j'analyse, on va dire, ma performance individuelle en termes de vélocité commerciale à chaque étape. Donc ma capacité à créer de l'op, à générer des tâches, à traiter des tâches, à booker des rendez-vous, etc. Majoritairement, tout va se situer ici. Ensuite, du coup, si on passe, donc là je vous ai montré un des exemples de rapports, mais c'est pas bien complexe, encore une fois, vous verrez que tout sera potentiellement agrégé si vous avez déjà les informations. Donc ici, vous allez plutôt chercher les menus sur les niveaux d'analyse que vous voulez avoir.
Et ici, en fait, vous allez avoir l'aspect filtre qui vous intéresse. Donc, est-ce que vous voulez filtrer par semaine, par personne, par équipe, etc. Rien de complexe ici. Donc, on peut avancer sur le sujet, mais voilà, il n'y a rien de bien important sur le sujet. Donc, vous verrez, je vous ai renvoyé toutes ces informations. Encore une fois, ce dashboard-là, en l'occurrence, sur la partie analytics de votre funnel est quand même assez intéressant, je trouve, si vous voulez pouvoir comparer vos performances à des performances individuelles. Et donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans un deuxième niveau d'analyse. Donc le premier niveau d'analyse, c'est est-ce que finalement je suis assez véloce, moi, à l'échelle individuelle, par rapport aux autres commerciaux. Donc est-ce que j'ai la capacité à créer beaucoup de tâches, à gérer beaucoup de tâches? Est-ce que j'ai la capacité, voilà, vraiment à garantir une certaine activité commerciale me concernant? Ça, c'était le premier niveau. Le deuxième niveau, ça va être vraiment, est-ce que j'utilise les bons outils de vente? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, si beaucoup d'entre vous sont familiers avec ce qu'on appelle des outils de vente, mais majoritairement, les outils de vente, ça va être quoi? Ça va être les outils que vous utilisez au quotidien pour signer. Donc ici, on entend plutôt des séquences, les modèles d'email, les réunions, etc. Donc vous voyez ici, si je veux avoir ces niveaux d'information, hop, je vais aller dans Analytics. Et donc là, je vais aller non pas dans Analytics des ventes, où là, ça va être vraiment pour suivre mon activité, ma vélocité, on va dire, à l'échelle individuelle. Mais je vais aller ici pour pouvoir en fait voir si les outils que j'utilise au quotidien sont des outils qui sont visiblement performants ou non. Comme je vous le disais, il y a plusieurs choses ici qu'on va pouvoir analyser. Quand vous êtes commercial, en général, vous allez envoyer soit des modèles d'email, soit partager des documents, soit envoyer des séquences. Et bien en fait, ici, vous allez simplement pouvoir, via cette console-là, analyser la performance des outils que vous utilisez. Donc analyser la performance des modèles que vous envoyez, analyser l'intérêt qu'ont vos prospects sur les documents que vous envoyez, et analyser l'intérêt, on va dire la vélocité des séquences que vous envoyez. Donc là aussi, toujours la même chose. Vous allez pouvoir d'ores et déjà commencer par l'aspect du coup données, en l'occurrence, et ici plutôt période. Donc quelle période vous voulez analyser? Là aussi, moi je conseille plutôt ici sur de l'analyse de prendre des données assez macro, donc plutôt d'analyser sur minimum un trimestre, sauf si vous faites beaucoup de volume. Pourquoi? Parce que analyser une séquence sur 10 envois, fait sur la même semaine, ça n'a pas forcément de sens. Par contre, analyser la performance d'une séquence sur 6 mois avec 1000 envois, 1000 personnes envoyées, etc., là oui, ça fait sens. Donc là, ici, pour ces contenus d'analytics de vente, moi, je vous conseille plutôt de faire des analyses réellement minimum un mois, un trimestre, un an, pour pouvoir avoir une bonne analyse, encore une fois, sauf si vous avez une activité très intense qui vous permet d'envoyer énormément de séquences en peu de temps, mais sinon, on reste sur ce carcan. Donc ici, je vais prendre par exemple cette année, et je vais pouvoir analyser finalement tous mes modèles, donc tous les modèles que j'utilise, et de pouvoir analyser la vélocité de ces modèles. Alors, point important, là aussi, j'ai mis de côté les CRM managers, on va dire totalement de manière totalement isolée, mais si vous êtes CRM manager, ici, vous allez pouvoir filtrer par envoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire potentiellement déjà que les mails, les modèles d'email qui n'ont pas été envoyés ou utilisés pendant un an, en l'occurrence l'année dernière, méritent d'être supprimés. Donc c'est bête, hein, mais ici, tous ces modèles d'email qui n'ont visiblement jamais été envoyés, jamais été utilisés, tous ces tests, etc., qui ne servent pas à grand-chose, supprimez-les, nettoyez-les. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont à la fois sales et qui ont une casquette un peu de référence sur le sujet HubSpot ou de CRM manager, si on peut appeler ça comme ça, mais ça peut aussi vous servir ici à vous pour vous dire ok, je fais le clean. Et même individuellement, faites le clean. C'est-à-dire que si vous avez des mails, des modèles de mails que vous n'utilisez pas, supprimez-les. Il n'y a aucun intérêt à vous polluer avec un nombre de modèles incalculable alors que vous en utilisez peut-être 5. Donc le premier point, voilà, de savoir est-ce que vous utilisez vraiment le modèle est important. Et ensuite, vous allez pouvoir finalement utiliser des datas qui sont là de l'ordre de la performance du modèle. C'est quel est le taux d'ouverture, en l'occurrence, de mon modèle. C'est-à-dire que le modèle de mail que j'envoie, est-ce qu'il est efficace? Est-ce que les gens ouvrent cet email? Souvent, ce taux d'ouverture, il est relatif à l'objet. C'est-à-dire que quand vous avez un objet qui est intéressant, forcément, c'est un peu comme un mail market, les gens vont l'ouvrir. C'est le même principe pour vos modèles d'email commerciaux. Donc si vous avez des modèles, des modèles qui ont un faible taux d'ouverture, ben là, posez-vous la question de comment vous allez pouvoir optimiser l'objet de votre modèle
pour pouvoir, en l'occurrence, avoir un meilleur taux d'ouverture sur votre modèle. Même principe, vous allez pouvoir voir le nombre d'ouvertures, bon là de manière un peu plus quanti, mais ça revient au même, moi c'est plutôt le taux qui m'intéresse que l'ouverture. Vous allez ensuite pouvoir voir du coup le taux d'ouverture à clic, donc le nombre de personnes qui ont cliqué dans l'email. Alors dans le modèle, en l'occurrence, on a la séquence. Ici, sur des modèles commerciaux, ce qu'on va majoritairement utiliser, je pense que vous l'avez déjà vu dans les autres masterclass, c'est des liens de rendez-vous. Ou rarement des liens qui amènent vers une ressource, donc ça va être majoritairement du lien de rendez-vous. Donc la question c'est, est-ce que réellement les gens cliquent sur mon lien de rendez-vous? Et donc là, en général, cette donnée-là d'ouverture ou cette donnée-là de réponse va être plutôt liée à l'intérêt que portent les gens sur ce que vous leur dites dans l'email. Et donc ici, vous allez aussi pouvoir analyser le taux d'ouverture à réponse. C'est-à-dire que quel est le taux de personnes qui répondent à vos mails. Pourquoi? Parce qu'un modèle d'email ou une séquence d'email, contrairement à un email marketing, l'objectif, c'est soit de booker un rendez-vous, donc de cliquer sur un meeting link pour booker un rendez-vous, soit de vous répondre et d'interagir avec vous pour aller plus loin sur la prochaine étape en termes de commercial. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que les outils que j'utilise sont bons? Est-ce que visiblement ils intéressent les gens parce que les gens l'ouvrent? Est-ce que le contenu est attrayant parce que visiblement soit ils cliquent pour en savoir plus, soit ils me répondent pour aller plus loin? Et bien, une fois que vous avez ça, déjà ça vous permet de faire le tri sur vos outils commerciaux. Et donc, comme on s'est dit, potentiellement, ici, l'objet et le sujet, ça va être plutôt, en l'occurrence, d'améliorer vos outils. Et alors là, ce que je vous dis aussi, c'est que pour moi, normalement, c'est plutôt le CRM manager, entre guillemets, ou le directeur commercial qui va mettre à disposition un certain nombre de séquences que vous allez utiliser. Donc là aussi, moi, je déconseille fortement de laisser chacun faire finalement ses propres modèles de manière disparate. L'idée, c'est plutôt d'avoir des modèles que tout le monde utilise, d'avoir des séquences que tout le monde utilise pour pouvoir A/B tester et optimiser les modèles ou la séquence en question. C'est impossible d'optimiser 70 modèles d'email ou 90 modèles de séquences. L'idée, c'est peut-être d'avoir 10 modèles d'email, 5 modèles de séquences bien adaptés, en tout cas en temps 1, et de pouvoir optimiser ces modèles et faire en sorte que tout le monde les utilise pour potentiellement pouvoir les optimiser et les améliorer. Ce qui va faire, comme on se disait, que vous allez pouvoir les améliorer, c'est l'analyse que vous allez avoir. Plus vous avez de volume, plus vous serez en capacité de l'analyser. Donc plus vous êtes nombreux à utiliser ce modèle, forcément, plus ce sera facile d'optimiser l'outil en question. Donc voilà pour les modèles. Alors vous verrez, pour les séquences, c'est fondamentalement la même analyse que vous allez pouvoir voir ici. Donc c'est le nombre d'ouvertures, le nombre de personnes en cours par contre dans la séquence que vous n'aurez pas dans le modèle d'email parce que l'envoi d'un modèle d'email est one shot. Mais aujourd'hui, donc ici, dans les séquences, vous voyez les ouvertures, vous voyez les personnes qui sont encore inscrites dans la séquence, et après vous allez pouvoir faire potentiellement les mêmes analyses. Donc est-ce que ma séquence, elle est efficace parce que du coup, j'en ai potentiellement beaucoup qui répondent, beaucoup qui prennent rendez-vous, etc. Donc là, on est vraiment lié à de la vélocité pure sur vos outils sales et les outils que vous utilisez au quotidien qui sont du coup les séquences et les modèles. Et dernier point, c'est les documents. Alors les documents, je ne sais pas si tout le monde les utilise, moi je trouve ça un outil formidable. Les documents traqués, vous envoyez un mail avec un document. Le document, en l'occurrence, il est par définition traqué. Une personne qui l'ouvre, vous allez avoir une alerte. Et bien même principe. Ici, ça va vous permettre de voir sur les documents que vous envoyez, on va dire à l'échelle, à une échelle assez importante, donc j'en sais rien, les présentations d'entreprise, les cas clients, etc. Et ben ces documents que vous envoyez, est-ce que là aussi, ces documents sont, utilisés, et de deux, est-ce qu'ils ont de l'intérêt? Donc potentiellement, ici, vous allez pouvoir voir sur vos différents documents le nombre de fois ils ont été vus, le nombre de visiteurs en moyenne et le nombre de partages et le temps passé. Donc là, c'est plutôt des données finalement quantitatives, le nombre de vues et le nombre de visiteurs uniques. Par contre, ici, on est plutôt sur la donnée qualitative. C'est-à-dire que pour moi, un document qui est partagé, qui est envoyé de très nombreuses fois, mais qui n'a jamais été partagé par un tiers, ou vous avez un temps passé à 30 secondes, c'est que visiblement, votre modèle n'intéresse pas grand monde. Donc votre document, là aussi, mérite d'être vu. Donc en l'occurrence, votre présentation d'entreprise, typiquement si on parle de ce sujet-là, ça peut être aussi un point important de se dire, est-ce que ma présentation d'entreprise, elle est potentiellement intéressante, intrigante ou pas du tout? Donc en l'occurrence, est-ce que les gens passent du temps sur cette présentation, la regardent réellement ou pas du tout?
Est-ce qu'ils la partagent parce qu'ils estiment que le contenu est intéressant ou pas du tout? Et donc, le même principe que ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur vos modèles d'email et vos séquences, on évite d'avoir des modèles qui ne servent à rien, qui ne sont pas utilisés. Ceux qu'on n'a pas utilisés, où il y a très très peu de vues sur une période assez importante, on les supprime. Parfois même, ils sont obsolètes d'ailleurs. Et derrière, on essaie d'optimiser la performance des contenus qu'on partage avec cette notion qualitative du nombre de partages et du temps passé. Ok ? Donc là, si je fais un retour sur ça, potentiellement, là, on a analysé finalement comment piloter, on a vu ensemble comment piloter votre équipe à l'échelle, on va dire collective, individuelle, mais vraiment de manière quasiment quotidienne, voire hebdo, sur l'atteinte des objectifs via l'outil prévision. Ensuite, on en vit ensemble, du coup, via les analytics, comment vous pouvez chacun, de manière individuelle, analyser votre propre vélocité commerciale par rapport peut-être à une moyenne qui sera fixée, donc sur votre capacité à créer de la tâche, créer de l'opportunité, etc. Ensuite, on a vu ensemble comment vous pouvez analyser finalement les outils quotidiens que vous utilisez, donc les séquences, les modèles d'email, les documents, parce que c'est ces outils-là que vous utilisez au quotidien qui vont vous permettre d'être plus véloce. Et donc, une fois qu'on a vu ça, là, on peut commencer à s'intéresser au dashboard. Et donc, c'est ce qu'on va commencer à faire ensemble juste derrière. Mais encore une fois, vous verrez, j'ai pas prévu de passer énormément de temps dessus, simplement parce que pour moi, ce n'est pas à la direction commerciale, en tout cas surtout aux commerciaux, de fixer leur propre dashboard, parce que sinon vous allez vous retrouver avec un certain nombre de dashs individuels qui vont être créés à droite à gauche, avec des datas qui vont varier d'une personne à l'autre, et c'est absolument pas l'objectif. Donc, ici, encore une fois, je vous remontre ce que je vous ai remontré juste à côté, mais c'est exactement ce qu'on vient de se dire de manière un peu plus détaillée. Et là, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de comment vous allez pouvoir, du coup, créer vos tableaux de bord. Alors, un point important aussi, sachez que dans vos préférences, avant d'aller créer des dashboards, je vais vous montrer aussi ce sujet-là qui me paraît être un point important. Dans vos dashboards, vous allez pouvoir définir ici, par défaut, quel dashboard vous pouvez, où est-ce que vous voulez avoir accès quand vous vous connectez sur votre boîte. Donc en l'occurrence, quand j'arrive sur ma plateforme HubSpot, je vais pouvoir ici, dans mes paramètres, donc profil et préférences, pouvoir définir que je souhaite arriver, en l'occurrence, sur mes dashboards. Donc je vais pouvoir lui dire, ok, je veux à tout prix arriver sur mon tableau de bord, enregistrer ici, et en fait, je vais pouvoir aller chercher ici le tableau de bord en question et le mettre en favori. Donc ça veut dire que là, ce que je viens de faire, c'est tout bête, mais ça permet aussi, ça veut dire que quand je vais arriver sur ma plateforme, je vais d'ores et déjà, une fois que je me suis connecté, arriver sur mon tableau de bord principal. Donc si vous êtes directeur commercial, pour moi, dès que vous arrivez sur votre plateforme, vous devez être en capacité de voir le tableau de bord des ventes de votre équipe avec les datas que vous êtes fixées. VS, si vous êtes commercial, dès que vous vous connectez, vous devez arriver potentiellement sur votre dashboard individuel où vous voyez l'atteinte de vos objectifs, le nombre de contacts créés potentiellement en attente, votre to-do, le nombre de tâches en cours, le nombre de rendez-vous que vous allez avoir, etc. Donc là, ici, l'enjeu, c'est aussi ça, je pense, c'est encore une fois, créer de la donnée, oui. La question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire et quand est-ce que vous allez aller la regarder. Et déjà de la mettre en favori ici, ça va vous permettre d'être sûr que typiquement tous les jours vous allez aller voir cette donnée et vous allez la regarder. Donc encore une fois, attention à la donnée que vous allez mettre dedans, sinon il ne va pas se passer grand chose. Mais faites bien cet exercice, je vous remonte juste une fois la manip, même si vous aurez le replay, mais peu importe, vous allez ici dans vos profils et préférences, vous allez juste aller tout en dessous pour vous dire ok, potentiellement, je veux à tout prix que je veux à tout prix voir quand j'arrive mon tableau de bord, et en l'occurrence le tableau de bord que j'aurais mis en favori juste ici. Et au moins, je suis sûre de voir ma donnée. Et c'est bête, mais ça force aussi à réellement se poser tous les matins sur pourquoi je fais tous ces efforts et à quel point ces efforts payent ou pas. Et donc, au lieu de se lancer directement dans le quotidien dès le matin avec ça tout doux et enchaîner les calls et enchaîner les meetings, juste se poser sur cette vue-là en se disant ok, je suis pas trop mal sur l'atteinte de mon objectif, de mon quota, ok, j'ai pas tellement de tâches en retard, ok, je suis dans l'objectif en termes de création, de transactions, etc. Ça permet finalement de prendre un peu de recul avant de se baigner finalement dans le quotidien qui va vite nous aspirer. Je trouve que c'est un tips qui est tout simple mais qui est quand même relativement important.
Voilà pour ça. Donc, maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, effectivement, là, on va pouvoir commencer à se concentrer sur la création de dashboards, cette fois individuels et collectifs. Alors, ici, vous allez simplement aller dans tableau de bord et non pas dans Analytics comme on l'a vu tout à l'heure, hein, où là je vais plutôt avoir mes données individuelles et mes données finalement d'analyse des contenus des ventes, mais je vais aller donc dans tableau de bord. Une fois que je suis là-dessus, qu'est-ce que je vois? Et bien en fait, je vais simplement voir déjà ici, bon bah encore une fois, mon dashboard que j'ai mis en favori parce que il y en a finalement un qui devrait m'intéresser et que je devais voir quotidiennement, donc il faut déjà se poser la question de quel est ce dashboard, et ensuite je vais voir ici potentiellement tous les dashboards qui existent. Alors vous voyez, quand je vous disais aussi que potentiellement il va être intéressant de faire en sorte que tout le monde n'ait pas la vue sur la création des dashboards, c'est justement pour éviter ça. Alors là c'est un environnement de test, hein, mais vous voyez ici, si je laisse la vue à tout le monde et tout le monde peut créer du dash, ben, je vais rapidement, très rapidement, me retrouver avec beaucoup de poubelles, avec une nomenclature qui sera inexistante, et donc ben, analyser ma donnée, je ne saurais pas faire parce qu'en fait je ne saurais même pas où est ma donnée, parce qu'elle sera noyée dans un flux de rapports et de dashboards qui n'ont aucun nom, aucune nomenclature, et donc finalement, j'aurais passé énormément de temps à définir ma KPI, mes dashboards, mais je ne sais pas où aller chercher cette donnée. Donc, encore une fois, ici, un point tout particulier à la gouvernance des données, tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à la création des dashboards, tout le monde n'a pas besoin de pouvoir modifier, ajouter, supprimer des dashboards. Laisser, on va dire, cette responsabilité au CRM manager ou au directeur commercial. Et ensuite, vous intéressez-vous peut-être qu'à votre dashboard principal si vous êtes commercial, ou à votre dashboard master dashboard. Donc en l'occurrence, un sales, pour moi, doit avoir peut-être accès à deux dashboards maximum, c'est-à-dire que grand max 3, c'est-à-dire qu'il va avoir ses dashboards individuels sur sa performance à lui, il va avoir les dashboards peut-être globaux de ce qu'il aura produit ou ce qu'il aura amené pour la boîte, et il aura peut-être la visibilité sur les résultats globaux de son équipe. Point, ça s'arrête là. Et vous voyez, déjà là, on a quelque chose qui est assez efficace. Donc, mis à part ce sujet, donc j'arrive sur cette partie-là, je vois du coup tous mes dashboards ici, je vais pouvoir gérer mes dashboards, donc en supprimer, en créer, là je vais pouvoir en créer un, et donc je vais pouvoir tout administrer ici. Une fois que mon dashboard existe, sachez que vous pourrez ici faire de la macro, on va dire du macro filtre ou du macro changement de données, aller chercher des plages différentes, etc. Mais ça, je vous montrerai un peu plus tard. Donc, commençons. Ici, je vais aller dans Ajouter, du coup, un rapport, et je vais avoir deux possibilités. Soit je vais pouvoir aller chercher un dashboard qui existe déjà, et en l'occurrence, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est ici, c'est un peu de savoir ce semi-curseur, c'est-à-dire de laisser les gens créer les dashboards, enfin, en l'occurrence, ce CRM Manager créer tous les dashboards, mais par contre, laisser on va dire, l'option aux gens d'aller chercher ces rapports qui existent plutôt qu'en créer. Donc, je vais pouvoir ici, soit aller chercher des dashboards, qui ont déjà été créés, les filtrer par type de dashboard ou par type de rapport, les filtrer par type de personnes qu'on crée, les filtrer par équipe, etc. Donc je vais pouvoir aller chercher cette bibliothèque. Là encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attention aux nomenclatures. Si vous n'êtes pas d'accord sur les nomenclatures de dashboard, vous allez aller chercher un dashboard qui existe déjà, vous allez finalement recréer ce dashboard pensant qu'il n'existe pas, alors que s'il existait, sauf qu'en fait il n'avait pas la nomenclature que vous l'imaginiez ou vous ne le nommiez pas de la même manière. Donc encore une fois, attention aux nomenclatures, sinon vous allez créer facilement des triplons de dashboard en question. Donc, première chose ici, moi ce que je vous conseille de faire, c'est une personne honneur de la création de ces dashboards, et vous allez chercher ce qu'il vous faut dans votre bibliothèque. Ça vous permettra finalement de simplifier un peu votre tâche et d'éviter de créer des dashboards toujours du début. Donc c'est la première option. Deuxième option par contre, c'est effectivement, ce dashboard n'existe pas, je veux potentiellement aller créer ce rapport. Eh bien, il y a plusieurs choses. Ici, ce que vous avez d'ores et déjà, pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est de sélectionner alors moi, je commence toujours de zéro. Je trouve que c'est plus simple pour pouvoir se fixer une vue. Alors, typiquement, sinon, je vais aller chercher une bibliothèque que je vous ai montré précédemment, mais si je veux créer un dashboard, je trouve que c'est quand même plus simple de partir de la base. Donc ici, en l'occurrence, ce que je dois, pour moi, retenir, c'est majoritairement, vous allez utiliser ces deux onglets. C'est est-ce qu'il s'agit d'un objet unique ou de rapports personnalisés avec plusieurs objets. Donc les objets, c'est quoi? Je pense que vous l'avez déjà vu dans certaines masterclass, mais je le rappelle, un objet chez HubSpot, c'est soit une entreprise, soit une transaction, soit un contact, soit des tickets, etc. Donc si vous voulez analyser des données qui sont présentes uniquement dans une transaction,
vous allez aller choisir l'objet unique. Si vous voulez croiser des données qui sont à la fois présentes sur un contact ou une entreprise et sur une transaction, à ce moment-là, vous allez choisir le rapport personnalisé. Donc, vous voyez, encore une fois, on revient sur ce problème de... et ça paraît anodin et vraiment scolaire ce que je vais vous dire, mais on revient sur ce problème de je prends ma feuille blanche et j'écris ce que je veux. Parce que une fois que vous êtes dit, ok, je veux cette KPI, comment je l'analyse, et ben en fait, le comment je l'analyse, il faut aussi que vous alliez détailler quel type d'objet c'est. Donc ici, je vais analyser, j'ai n'importe quoi, le CA closé par sales. Enfin, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour pouvoir avoir le CA généré par sales? Et ben, je vais avoir besoin de l'information chiffre d'affaires dans mon CRM. Je vais avoir aussi besoin d'avoir l'information de propriétaire de la transaction pour pouvoir filtrer sur mon CA, et ainsi de suite. Donc si vous n'êtes pas posé sur une feuille blanche pour écrire tout ça, il n'est pas impossible que l'exercice que je vais vous montrer soit pour le coup très compliqué pour vous, parce que vous allez partir de zéro. Et donc là, vous voyez, déjà sur mon bout de papier, limite, je dois m'écrire, est-ce que du coup, je vais aller rechercher un objet unique, donc juste des infos dans une transaction, en l'occurrence un propriétaire de transac et un montant de transac, là c'est le cas dans l'exemple que je viens de vous donner, ou est-ce que la donnée que je vais aller chercher, elle croise à la fois l'information d'entreprise et de l'information de transaction. Par exemple, si je veux le chiffre d'affaires closé non pas par type de commerciaux, mais par type d'entreprise ou par type de secteur, et ben si le secteur et le type de secteur est une information que j'ai sur l'entreprise, et ben en ce moment-là, je vais devoir aller chercher de l'information sur ma transaction pour le montant de la transaction, mais je vais devoir aller chercher de l'information sur l'objet d'entreprise pour avoir le secteur d'entreprise. Et donc là, je ne vais plus avoir un seul objet qui sera de la transaction, mais je vais avoir un objet de transaction et un objet entreprise. Sur l'objet entreprise, je vais chercher le secteur. Sur l'objet, du coup, transaction, je vais aller chercher le montant de la transaction. Et donc, vous voyez, si vous ne vous posez pas déjà pour vous focus sur ces chiffres-là et sur ce raisonnement-là, cette réflexion-là, l'exercice risque d'être compliqué. Moi-même, je me suis pas mal tiré les cheveux sur le sujet. Et donc, une fois que vous avez ça, et ben, objet unique, je vais aller là, objet multiple, j'irai sur l'autre. Une fois que j'ai ça, hop, et ben simplement, il va me demander de quel objet il s'agit. Donc là, vous voyez listing d'objets. Alors attention, là, il y a plein d'objets qui ne vous parlent pas, j'imagine, simplement parce que c'est des objets custom qu'on a créés. Donc faites pas attention à ça, mais vos objets, on va dire, majeurs, standards, ça va être contact, entreprise, transaction, activité, ticket, éventuellement produit. En tout cas, en termes de sales, ça va être plutôt ces sujets-là. Donc en l'occurrence, si je me dis, ok, ce que je veux analyser, tout est présent dans la transaction, et ben je vais juste aller chercher transaction, et je vais pouvoir ici aller d'ores et déjà chercher mes informations. Donc je reviens encore à ce que je vous ai dit plusieurs fois. Une fois que sur mon petit papier j'ai marqué les informations dont j'avais besoin, en fait je vais simplement aller chercher ces informations ici. Donc en l'occurrence, je vais lui dire ok, ben j'ai besoin du montant de la transaction. Okay. J'ai besoin de l'information du propriétaire de contact. Ok. Et ici, en fait, il va vous dire, bon voilà, les données là, elles existent. Simplement déjà pour vérifier que ces données que vous allez pouvoir, enfin que vous souhaitez visualiser ou agréger, ben, elles sont bien renseignées, parce que sinon vous allez avoir un dashboard qui va pas être révélateur. Vous voyez déjà les montants, on pourrait se poser la question, parce que j'en ai deux qui sont pas renseignés sur ce qu'ils me trouvent, donc ça peut poser question. Mais d'ores et déjà, ça vous permet de vous dire, ok, potentiellement, les informations que je vais chercher, elles existent, elles sont bien renseignées, je me trompe pas de propriété. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ici aller filtrer mes informations. Donc ici, c'est quoi? C'est simplement, je vais lui dire, bah, prends des informations qui sont uniquement relatives à ce pipeline ou prends des informations qui sont uniquement relatives à cette période. Donc je vais apporter un niveau de filtre sur la donnée que je vais vouloir avoir. Donc là, par exemple, j'ai filtré que sur le trimestre, mais je pourrais dire, bon, bah non, finalement, je vais analyser cette donnée de manière annuelle. Et donc là, il va me charger déjà beaucoup plus d'infos. Et donc là, vous voyez, il va vous montrer toutes les informations qu'il a trouvées relatives aux informations que vous lui avez demandées en format tableau. Donc pour l'instant, vous le voyez juste en format tableau. Vous voyez toutes les informations que vous lui avez demandées, donc les noms de transact, les montants, la phase, le propriétaire. Et donc vous ajoutez ici toutes les informations dont vous avez besoin. Donc c'est relatif à finalement toutes vos propriétés. Et une fois que vous avez ça, vous allez finalement, une fois ce tableau rempli, là, vous allez vous poser la question de la visualisation de la donnée. Donc là, je vais déjà chercher toutes mes informations dont j'ai besoin pour faire mon rapport. Je vais aller filtrer, exclure en l'occurrence les informations dont j'ai pas besoin ou limiter sur une période, sur un type de transac ou que sais-je. Et une fois que vous avez ça, là, vous allez pouvoir visualiser.
Donc en l'occurrence, ici, je vais lui dire, OK, ben, je veux que tu me montres le nombre de transactions par propriétaire. Et donc là, ben, il va vous dire rapidement, OK, ben, visiblement, tes transactions, au total, en moyenne, tu en as 6 qui sont créées, et voilà la ventilation par commerciaux. Je pourrais coupler ça à des montants. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas forcément la bonne idée, mais ici, je pourrais avoir des montants totaux, du coup, de transactions, des moyennes ou des montants totaux par personne. Donc là, je pourrais très bien avoir le closing global par personne, ainsi de suite. Donc vous voyez, encore une fois, ici, il est allé me rechercher toutes les informations que je voulais avoir sur mon dashboard, et ensuite, il me demande comment je veux le mesurer, comment je veux le ventiler. Donc l'idée, c'est vraiment de poser sur un bout de papier tout ce dont vous avez besoin, et ensuite d'aller le paramétrer, parce que finalement, le paramétrage n'est pas bien complexe. Je vais chercher les informations en question ici, et ensuite, je vais lui demander, je vais lui définir une manière de ventiler les choses. Si je le veux en camembert parce que finalement, ce qui m'intéresse, hop, c'est plutôt d'analyser la contribution de chaque sales à la création d'hub, bah, je vais plutôt le mettre en camembert. Si je veux plutôt avoir un aspect un peu plus comparatif dans le temps ou autre, bah, je vais plutôt le mettre sous ce format-là. Peu importe. Vous voyez, encore une fois, là, c'est vraiment un outil assez simple, où l'idée est encore une fois de se poser la question de ce que vous voulez analyser, quand, quoi, comment, parce que sinon ce qui va se passer, c'est que vous allez vous amuser à faire un peu des drag and drop, et à vous dire ouais, ça ressemble un peu près à ce que je veux, ouais, bon allez, on va essayer plutôt comme ça, ouais, c'est pas trop mal, et finalement vous allez perdre un temps fou, et ça peut vite devenir complexe. Alors que si vous avez fait cet exercice, vous avez noté ce que vous vouliez, quelles informations vous aviez besoin, bah, vous allez chercher les informations ici. Comment vous vouliez le ventiler, et ben vous allez soit le mettre dans vos filtres, soit dans votre système de visualisation, et point, le sujet est terminé et on avance. Donc c'est encore une fois, pour moi, la préparation est presque ce qu'il y a de plus important en amont de cet exercice. Bon, là, je vous ai montré, on va dire, la version on va dire la plus simple sur de l'objet unique. Sachez que pour moi, l'objet unique, finalement, ça répond quasiment à 80% de vos besoins. Donc là aussi, je vais vous montrer comment faire des objets, on va dire, des rapports personnalisés avec du croisement d'objets. Mais sachez encore une fois que 80% peuvent être faits avec de l'objet unique. Et c'est plus rare de croiser de la donnée, ou alors c'est plutôt, comme on s'est dit, des données d'analyse qui vont être des données, on va dire, à plutôt moyen, long terme que des données simples. La donnée simple, en général, que vous allez analyser souvent, ou même qui va vous servir à piloter souvent, c'est de l'objet unique. Et souvent, par contre, des données un peu plus complexes, multi-objets, vont être des données, effectivement, du coup, en rapport personnalisé. Donc maintenant, si je vous montre un peu comment se comportent les rapports personnalisés. Vous voyez déjà, l'affichage il est un peu différent. Vous allez ici en fait déjà choisir les objets dont on parle. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez potentiellement sélectionner tous les objets si vous le souhaitez. Pour moi, ça n'aurait pas forcément de sens. En général, déjà du contact et de la transaction, ça répond aussi à beaucoup de besoins, ou de l'entreprise et de la transaction si vous voulez avoir une vision un peu plus macro. Mais d'ores et déjà, en général, quand on croise de la donnée d'un point de vue commercial, j'entends, je ne parle pas de marketing ici, on va plutôt aller croiser du contact et de l'entreprise, ou du contact pardon et de la transaction, ou de l'entreprise et de la transaction si on veut une vue un peu plus macro. Une fois que j'ai fait ça, là on peut aller d'ores et déjà chercher des types en fait d'exemples de pré-rapports qui vont un peu nous aiguiller. Moi, pour l'instant, je vous conseille pas forcément d'aller dans ce sens, en tout cas pas d'aller plutôt par cette base-là, mais plutôt via cette base. En fonction des objets que vous avez sélectionnés ici, là encore, on vous propose des exemples de rapports. Et alors, c'est bête, mais en fait, on va vous dire, OK, si tu as sélectionné les données de contact et de transaction, c'est que tu cherches potentiellement à croiser des informations sur un contact et des informations sur une transaction. Donc, potentiellement, j'imagine que tu cherches à avoir ce genre d'infos et répondre à ce genre de questions. Donc vous voyez, HubSpot vous permet là aussi de vous aiguiller sur le type de data que vous cherchez à analyser. Donc là aussi, ça peut être une bonne aide pour les personnes pour qui fixer la data, parce que c'est pas un exercice facile, et pour démarrer, finalement, je peux tout à fait me servir de cet outil-là et regarder un peu les suggestions. Donc là, vous voyez, par exemple, il me dit, ok, j'imagine que tu serais peut-être intéressé par le fait d'analyser quelles sont les transactions à conclure ce mois-ci, ou j'ai n'importe quoi, quelles sont les personnes qui ont créé le plus de transactions. Pourquoi pas? Et ici, on pourra simplement
cocher le sujet en question et il va vous pré-générer un dashboard. Donc là, par exemple, moi je lui dis, ok, ce que j'aimerais savoir, effectivement, maintenant que tu me le dis, j'aimerais bien effectivement savoir qui a gagné le plus d'opportunités, plus de transactions dans mon équipe. Donc je vais simplement sélectionner ce rapport et aller mettre suivant. Et en l'occurrence, vous voyez, d'ores et déjà, on va pas se mentir, ici, créer un rapport avec de l'objet multiple est quand même plus compliqué qu'aller créer un rapport avec de l'objet unique, parce que là, vous voyez que de l'objet multiple, on commence déjà à se poser la question de l'axe X, de l'axe Y, de comment je veux le ventiler, du type de champ, etc. Ce qui n'est pas aussi complexe sur de l'objet unique. Donc là aussi, tout le monde n'a pas la nécessité d'aller complexifier les rapports et aller créer des rapports, on va dire, à objets multiples. Mais l'avantage de ce que je viens de faire, vous voyez, automatiquement, il m'a pré-rempli, en l'occurrence, le dashboard. Donc là, de base, il m'a dit, ok, ce que tu cherches à analyser par rapport à la question que tu m'as posée, à savoir qui a gagné plus de transactions, j'imagine que tu vas analyser le nombre de transactions qui est ici, et j'imagine que tu veux l'analyser par propriétaire de transaction. Donc vous voyez, là, elle a déjà fait finalement le travail de réflexion pour vous. Mais si vous aviez dû faire ce dashboard vous-même, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez pris un papier, vous seriez dit, ok, je veux savoir qui a gagné le plus d'opportunités. Alors quel est l'objectif de ça? C'est de voir finalement qui sont les plus véloses de l'équipe, qui sont les moins véloses de l'équipe, et peut-être tirer vers le haut ceux qui créent le moins d'opportunités et me concentrer sur ces personnes-là en termes de management, parce que visiblement c'est celles qui participent le moins à l'effort collectif. Auquel cas il y a un intérêt de créer ce dashboard. Et auquel cas, et là, si vous repreniez ce papier, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous auriez vous-même dit, ok, pour pouvoir voir qui a gagné le plus d'opportunités, il faut que j'ai le nombre d'opportunités et que je puisse, du coup, analyser le nombre d'opportunités par personne. Et donc là, vous auriez eu vos deux données. Les données que vous auriez pu agréger à ça, c'est sur quelle période je veux l'analyser. Est-ce que je veux l'analyser sur l'année? Est-ce que je veux l'analyser sur le trimestre, etc. Est-ce que je veux plutôt avoir une visualisation, on va dire, comparative avec un effet camembert? Est-ce que je veux plutôt la voir en linéaire? Peu importe. Vous auriez pu, du coup, définir comme ça. Donc ici, vous voyez en fait l'axe X et l'axe Y comme un axe abscisse et un axe ordonné. Tout simplement. Et en fait, auquel cas, vous avez simplement à vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez voir du coup sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Donc en l'occurrence, ici, sur l'axe vertical, je vois mes nombres de transactions, et sur l'axe horizontal, je vois les propriétaires de transactions. Et donc, en fait, l'axe X et l'axe Y, c'est uniquement cette analyse. Qu'est-ce que je veux voir ici s'afficher sur l'axe vertical? Qu'est-ce que je veux voir s'afficher ici sur l'axe horizontal? Et la ventilation, c'est ni plus ni moins que la manière dont vous voulez agréger la donnée à l'intérieur de cette barre. Alors, je le vulgarise, mais en fait, ici, peut-être que vous auriez aimé voir pour Baptiste, sur ces 4 opportunités créées, comment c'était réparti, je ne sais pas, en termes de secteur. Et donc ici, vous auriez pu ventiler par secteur, par exemple. Donc aller chercher une information liée à l'entreprise, qui soit le secteur, et de vous dire, ok, Baptiste, il a créé 4 opportunités. 80% des opportunités que Baptiste a créées, c'est sur, n'importe quoi, du logiciel. Donc Baptiste, visiblement, est plutôt bon sur la création d'opportunités sur du logiciel. Et donc, auquel cas, ici, je vais uniquement ventiler par l'information en question qui est du coup le secteur d'entreprise. Voilà, donc vous voyez ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, c'est quand même plus complexe d'aller créer ces informations-là. Ici, c'est exactement le même principe, je vais aller chercher toutes les données. Ici, j'aurai le listing des données que je peux imaginer agrégées, qui sont ni plus ni moins que vos propriétés relatives à une transaction, à une entreprise ou un contact. Je vais simplement aller les chercher ici. Je peux me servir de la barre de recherche pour finalement gagner un peu de temps. Bon, ça, c'est juste normal. Et ensuite, je vais le répartir sur l'axe, du coup, Y et X pour mes abscisses et mes ordonnées, raisonner axe vertical et horizontal. Et ensuite, quelles informations je veux avoir ensuite en ventilation, par quoi je veux ventiler cette information. Et on a quelque chose d'assez propre. Donc vous voyez, encore une fois, c'est pas compliqué en termes de création, par contre c'est compliqué en termes de réflexion. Et la réflexion, c'est pas HubSpot qui va vous la donner, sauf si du coup il vous oriente avec la méthode que je vous ai donnée précédemment. Voilà, donc là-dessus, rien de particulier, si ce n'est que voilà, il faut bien que vous raisonniez déjà sur le type d'objet. Est-ce que c'est un objet unique? Est-ce que c'est un objet avec plusieurs, est-ce que c'est un dashboard avec plusieurs objets? Et ensuite d'aller les chercher.
Alors ensuite, sachez qu'il y a d'autres types de dash qui existent. C'est des dashboards avec un système d'entonnoir ou autre. Donc plutôt ce que vous allez avoir ici, avec ces systèmes d'entonnoir, je crois que je vous ai mis des exemples dans la présentation, c'est plutôt ce que je vous ai montré tout à l'heure pour vous dire, ok, combien il me faut de transactions créées pour pouvoir signer X transactions, combien de transactions il me faut pour pouvoir faire X CA, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt vraiment cet aspect vertical, et c'est un affichage, en fait, c'est une visualisation particulière, l'entonnoir, que vous n'aurez pas dans du coup les autres visualisations classiques sur des objets uniques ou autres. Et pareil sur de l'attribution, vous avez aussi un certain nombre d'informations. Et là, ça va être plutôt sous un format question pour vous aider à analyser les datas. Donc voilà, encore une fois, si je dois résumer sur ce sujet, privilégier de l'objet unique parce que majorité des cas on se rend compte que l'objet unique suffit. Si vous êtes obligé d'aller chercher du rapport personnalisé, customisé, pas de problème. Par contre, on prend sa feuille de papier, on se pose déjà la question de ce qu'on veut analyser, quelles informations vous allez devoir aller chercher dans votre CRM pour pouvoir construire le rapport, sinon ça va être très fastidieux. Donc à la rigueur, ce que je vous conseille, prenez peut-être les exemples de data qu'on vous a montré précédemment et le listing de data que je vous ai partagé dans les slides précédentes, et peut-être essayer de créer quelques dashboards simples pour vous entraîner à savoir effectivement le nombre d'opportunités remportées par personne. Il me faut le nombre d'opportunités, il me faut l'information sur les personnes, je les trouve en propriété de transaction, et rien qu'avec ça, j'ai des informations relativement complètes. Voilà pour ça. Et un point aussi important que je souhaitais vous remonter, qui est aussi un point que je trouve assez intéressant, c'est que maintenant, vous avez là aussi la possibilité d'ajouter dans ces rapports des rapports externes. C'est-à-dire que si, admettons, vous utilisez malheureusement Excel pour faire encore certaines analyses, ça peut arriver, et ben vous pourriez potentiellement aussi aller agréger, chercher des documents Excel et les appeler du coup dans votre tableau de bord. Donc en fait, ici, vous avez simplement à aller ajouter du coup des contenus externes. Vous allez taguer où est-ce que ce contenu existe et vous allez pouvoir aller chercher ce contenu et l'agréger directement dans votre tableau de bord. Donc ça, je trouve super intéressant. Alors j'ai pas mal de personnes, et je trouve ça super intéressant, qui l'ont fait pour mettre en aspect dashboard leur process. C'est-à-dire que quand ils ont rédigé des process sur n'importe quoi, comment est géré leur pipeline sales, et ben ils sont allés chercher des documents Google Slides où en fait l'aspect transaction est expliqué dans l'aspect process sur les transactions, c'est quoi une transaction chez eux, comment on déplace d'une transaction à l'autre, et ben ça a été expliqué via un Google Slide. Donc des fois en fait ils vont appeler le Google Slide pour que la personne ait la visiter sur le process en question. Et je trouvais que c'était plutôt une bonne pratique. Donc voilà, vous pouvez aller chercher des Google Slides, vous pouvez aller chercher du coup des informations sheet Excel, vous pouvez même mettre des vidéos explicatives ou que sais-je. Tout peut être agrégeable finalement maintenant dans ce tableau de bord. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez complexe. L'avantage aussi, c'est que il n'est pas impossible. Certaines personnes, je pense que vous allez avoir des questions très précises sur les dashboards, je pense qu'on pourra en reparler un peu plus tard, mais sachez qu'HubSpot, pour l'instant, n'est pas très adapté si vous souhaitez faire des données avec beaucoup de calculs et de croisement de calculs. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, si vous voulez avoir des taux de marge, si vous voulez commencer à croiser une donnée A, la multiplier avec une donnée B, la diviser par une donnée C, HubSpot va plus être forcément votre ami parce que lui, c'est plutôt un outil de visualisation. C'est pas un outil de data calculation. Donc si vous voulez vraiment aller croiser de la donnée, multiplier, diviser de la donnée, etc., on va pas se mentir, pour l'instant, HubSpot sera pas forcément votre meilleur allié, mais je pense pas qu'il y ait énormément d'entreprises qui aient ce besoin, on va dire, en temps 1. Sachez par contre que si vous avez ce besoin, il faut plutôt que vous vous orientiez vers des outils de Power BI, en l'occurrence Power BI est un bon outil, et que vous alliez agréger peut-être ces données et ces dashboards que vous avez créés dans Databox, dans Power BI ou que sais-je, que vous alliez les agréger finalement dans ce tableau de bord existant, qui a plutôt un objectif de visualisation dans ce cas-là pour vous. Donc voilà, intéressant ici, sachez que voilà, vous pouvez aller chercher de l'information autre, vous pouvez aussi, pour information, ajouter du coup des images, des textes, des contenus, des commentaires assez facilement. Donc si typiquement vous voulez communiquer avec vos sales sur l'avancée de leurs chiffres, rien ne vous empêche ici, vous voyez, d'ajouter ça.
hop, d'ajouter l'aspect commentaire. Et quand vous allez voir de manière hebdo leurs chiffres, et ben de dire n'importe quoi. Alors je vais le renommer, dire Jérôme, j'ai vu tes chiffres, hop, GG, super, on avance. Pourquoi pas. Et puis après, potentiellement même de vous taguer sur le sujet, en l'occurrence. Donc si par exemple je veux féliciter Christelle ou lui dire que j'ai vu une super data dont je suis très fière sur son dashboard, ou au contraire lui dire attention Christelle, en baisse sur ton panier moyen, bah, je vais pouvoir le faire via ce schéma, via ce format-là, avec des commentaires. Donc je trouve que c'est aussi sympa de pouvoir, on va dire, aller mettre le nez quand vous êtes manager de manière assez régulière sur les datas, etc. Et peut-être potentiellement de taguer votre équipe et s'en servir pour communiquer sur une data peut-être de manière asynchrone en disant, par exemple, voilà, GG l'équipe, on a augmenté notre panier moyen de 30%, je voulais vous partager cette donnée et de les taguer pour leur donner l'info de manière asynchrone. Et peut-être que vous aborderez ce même sujet, on va dire, mensuellement dans votre prochain meeting, mais voilà, moi je trouve que c'est aussi un sujet qui est assez intéressant. Ça permet de rendre les dashboards un peu plus ludiques, d'aussi communiquer sur la data que simplement de la mettre à disposition et que personne ne va la voir. Donc ça aussi, je trouve que c'est un outil qui peut être pas mal. Et ensuite, se pose la question de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est comment, encore une fois, mis à part le tag, comment je partage cette data? Et bien en fait, cette donnée, vous pouvez copier l'URL certes, mais vous pouvez aussi générer un envoi automatique de ces données pour votre équipe. Donc ici, je peux totalement définir que j'ai envie d'envoyer un mail récurrent à mon équipe qui s'appellera, je sais pas moi, reporting, du coup performance mensuelle. Le partager en l'occurrence à mon équipe. Donc là, je vais aller choisir les personnes. De définir l'objet de l'email, le message, etc. Quand est-ce que je souhaite l'envoyer? Est-ce que c'est de manière hebdo, quotidienne ou autre? Est-ce que je souhaite du coup l'envoyer une heure précise? Est-ce que du coup je veux joindre le fichier, on va dire, de manière téléchargeable si je veux qu'il puisse l'exporter ou pas? Et ensuite, définir d'envoyer ce mail de manière hebdo. Là aussi, encore une fois, créer de la donnée, c'est bien, la mettre à disposition, c'est mieux. Donc moi, je vous conseille là aussi de partager et d'avoir cette récurrence d'envoi de vos datas à votre équipe. Donc peut-être de manière individuelle, envoyer à chaque personne ses performances, je sais pas, de manière hebdo pour être sûr qu'ils puissent regarder ses performances. Envoyer à toute l'équipe de manière mensuelle les datas relatives aux performances de l'équipe pour être sûr que là aussi, ils soient au fait de l'avancée, de l'objectif de manière collective. Encore une fois, de manière asynchrone, ce qui ne vous empêche pas aussi de le définir de manière, on va dire, un peu plus participative via des meetings. Voilà, donc là on est passé, alors je vous l'accorde très brièvement sur ce sujet, je ne savais pas quel était votre niveau de connaissance sur ce point. S'il y a des besoins, rassurez-vous, on pourra se reparler de manière plus détaillée sur des dashboards spécifiques, mais je pense que rien que ça permet de dégrossir le sujet pour grande majorité d'entre vous. Mais voilà, encore une fois, tous ces sujets-là sont disponibles directement dans la presse, donc tout ce que je vous ai dit de manière un peu plus détaillée. Et donc après, moi, ce que je voulais potentiellement partager avec vous, c'était un point final sur, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée. Encore une fois, pour moi, la donnée de pilotage ou d'analyse, elle mérite d'être partagée. Alors de manière asynchrone, comme je viens de vous le montrer avec les commentaires, ou de manière asynchrone avec l'envoi de ces dashboards, on va dire, en one-shot, ou de manière bimensuelle, hebdomadaire, que sais-je. Mais pour moi, cette data vous sert encore une fois à piloter votre équipe. Et donc pour bien piloter votre équipe, pour moi, c'est quoi? Je voulais juste terminer là-dessus. Encore une fois, c'est définir des objectifs annuels, trimestriels, mensuels, par personne, par équipe, que sais-je. Mais c'est aussi du coup d'organiser un meeting pour moi pour le lancement du trimestre. Donc typiquement, si demain vous devez piloter votre équipe par cette notion d'objectif, vous définissez les objectifs, vous les partagez à l'équipe pour moi sur un meeting trimestriel. Ensuite, vous apportez de la visibilité sur l'atteinte de ces objectifs de manière mensuelle à l'équipe. Et ensuite, pour moi, vous avez aussi des forecastings hebdomadaires maximum bimensuels avec chaque partie prenante pour pouvoir suivre l'atteinte de ces objectifs. Donc,
je lance le trimestre avec une grosse présentation aux équipes concernées, j'apporte de la visibilité de manière mensuelle pour pouvoir faire des correctifs, motiver les troupes ou apporter des sujets de précision ou aborder certains points là où ça mérite d'être abordé pour pouvoir corriger le tir de manière plus agile au mensuel. Et ensuite, je pilote de manière hebdo avec chaque personne pour m'assurer que je suis dans le vrai. Et normalement, en faisant ça, franchement, vous devrez potentiellement avoir une atteinte des objectifs qui soit beaucoup plus fine, beaucoup plus millimétrée que ce que vous n'avez connu juste avant. Vous voyez, là, on a vraiment des choses très simples à mettre en place. Problématique 1, je définis mes objectifs. Problématique 2, je paramètre mon outil de prévision. Problématique 3, je définis mes KPI, on va dire, de pilotage autre que l'outil de prévision, mes KPI d'analyse outre que l'outil de prévision. Et ensuite, du coup, je le partage à l'équipe trimestriellement, mensuellement, et je le pilote de manière hebdomadaire. Voilà. Alors j'ai un peu d'avance, je crois que j'ai 10 minutes d'avance sur le point. Donc si besoin, on a peut-être des questions, des points à aborder. Ok. Loïc me dit que visiblement, il n'y a pas forcément de sujet à voir, mais en tout cas, sachez qu'on vous envoie cette présentation. En tout cas, on vous envoie ce replay. Si certains veulent avoir cette présentation, il suffira d'échanger avec Frédéric qui pourra, d'une, répondre à des questions un peu plus précises, et de deux, vous partager le support. Et si besoin, ajoutez-nous sur LinkedIn, envoyez-nous un message ou autre, que sais-je, on est quand même aussi là à disposition pour pouvoir vous aider en l'occurrence. Ok ? Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère en tout cas qu'il a été utile pour la plupart d'entre vous. Je vous dis à très bientôt et puis du coup rendez-vous sur l'une de nos prochaines masterclass. Merci à vous, au revoir.